Bonjour à tous. La manière la plus sûre de faire venir les retardataires est de commencer. Donc merci à vous tous d'être à l'heure. Je vous présente d'une part les excuses du directeur de cette école, Romain Soubéran, qui est à l'étranger cette semaine et qui se serait réjoui de vous accueillir lui-même dans ses murs, et les excuses, mais beaucoup plus temporaires, de Louis Gallois, qui nous rejoindra d'ici environ 5 minutes. Et qui, pour ne pas mordre sur le temps de parole de M. Philippe Jurgensen et de M. Jean-Claude Vollot et sur votre débat, m'a proposé qu'on introduise tout de suite. Merci donc d'être à ce 8e entretien de la fabrique. Ah ben, j'étais en train de dire qu'il était en retard, mais c'est impossible. Donc... Bon, merci messieurs d'être là. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Philippe. Eh bien, écoutez, je pense que le plus important, c'est d'abord que je remette ma veste, et ensuite que je vous dise le grand plaisir que nous avons à vous avoir, et à remercier tout le monde d'être là, à une période de l'année où on préférerait être sur la plage. Mais enfin, comme c'est climatisé, on va en profiter. En tout cas, je suis très impressionné de savoir qu'autant de gens parmi nous peuvent venir pour parler des aides à l'industrie à la fin juillet. Merci d'être là, à tous. Et merci aux orateurs. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Ça marche. 1, 2. Ouais, c'est bon. Bon, je vais prendre celui-là alors. 1, 2, voilà, ça marche. J'arrive pas à allumer l'autre, voilà. Merci Jean-Claude. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je sais pas trop, on est entre deux, entre chien et loup, comme on dit. Je suis Thibaut de Géguer, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle, et j'ai le plaisir d'animer cette conférence débat avec Philippe Jurgensen, inspecteur général des finances et co-auteur du rapport pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité. C'est un rapport qui a été rendu il y a quelques jours, en fait, fin juin, si je ne me trompe, par Arnaud Montebourg, 18 juin, pardon, ministre du redressement productif, et dans lequel on vous a demandé finalement, en un temps assez raccourci, avec deux co-auteurs, Jean-Philippe Demaël, directeur général de Somfy, qui est une ETI de la région d'Annecy, qui développe des motorisations, notamment pour volets roulants, voilà, vous avez peut-être chez vous, et également Jean-Jacques Kéran, président de la région Rhône-Alpes, de rendre un rapport, d'analyser finalement les aides que l'État accordait, l'État, les régions, toutes les strates publiques accordées aux entreprises. On avait estimé un peu le pactole, entre guillemets, à 110 milliards d'euros. Vous êtes concentré sur un champ de plus de 46 milliards, 46,5 milliards d'euros, je crois. Et là-dessus, à toute fin du rapport, vous avez suggéré 3 milliards d'euros d'économies. On vous a demandé d'en trouver 2 milliards environ. Ça, c'était sur la lettre de mission. Et vous allez nous raconter, Philippe Jurgensen, dans quelques instants, slide à l'appui, comment vous avez travaillé, quels sont les critères qui ont présidé finalement à la définition d'une aide efficace ou pas, puisque c'était le but de l'exercice qui vous était demandé. Et on aura ensuite Jean-Claude Vollot, qui vient de quitter, mais qui reviendra tout à l'heure pour parler, qui nous donnera son commentaire, qui nous livrera son analyse du rapport que vous avez commis. Voilà, avec le franc-parler qui est le sien. Pour ceux qui le connaissent, ils ne seront pas étonnés. Voilà. Philippe Jurgensen, j'ai assez parlé. Je vous laisse la parole pour présenter votre rapport. Je me permettrai peut-être d'intervenir 2-3 fois lors de votre présentation. Vous avez 45 minutes, montre en main. Et ensuite, il y aura un quart d'heure d'analyse avec Jean-Claude Vollot. Et puis ensuite, questions pendant 1 heure avec vous, l'Assemblée. Donc préparez vos questions, notez-les, afin de dialoguer avec Philippe Jurgensen et Jean-Claude Vollot, nos deux témoins de ce soir. C'est à vous. Bien, merci de m'avoir invité et merci beaucoup à tous les participants d'être là, le 18 juillet, exactement un mois après la remise de notre rapport. On raconte que pendant la guerre, les cours du Collège de France étaient particulièrement suivis parce qu'il faisait froid et que les salles étaient chauffées. Alors là, c'est l'inverse. Il fait chaud, la salle est climatisée, comme l'a dit Louis Gallois tout à l'heure. C'est sûrement pour ça que vous êtes là, mais on va essayer de vous dire quand même des petites choses sur le fond. Nous avons été chargés mi-février dernier, donc nous avions 4 mois pour faire ce travail, par le Premier ministre, d'étudier l'ensemble des aides aux entreprises avec un double objectif qui était clairement énoncé, qui était d'une part de simplifier
de rendre plus lisible ce maquis incroyable des aides. Il faut dire qu'il y a 3000 aides des collectivités locales et 750 aides de l'État. Ça rend évidemment les choses lisibles. Rien que les énumérer et quelques lignes de précision, ça remplit un livre. Donc, ce qu'on appelle quelquefois le millefeuille, le désépaissir, le rendre plus accessible, etc. Et puis le deuxième objectif, c'est une des premières missions MAP. Vous savez, ça a été dit par le comité interministériel d'hier, qu'il y en a 49, certaines terminées et la plupart en cours. C'est une des premières. Et son objectif était aussi de faire des économies. Une particularité, c'est que ces économies étaient chiffrées à l'avance. Donc nous avions un objectif précis. La hauteur de la haie à sauter était indiquée. C'était 2 milliards d'économies, un premier milliard en 2014 et un deuxième milliard en 2015. Alors nous avons été au-dessus de ces 2 milliards parce qu'il nous a semblé, d'une part, qu'il était probable que certaines des mesures courageuses que nous proposions ne pourraient pas finalement être retenues, et donc il valait mieux viser un peu au-dessus de la cible qu'en dessous, mais aussi parce qu'il nous a semblé que si on pouvait faire un peu plus d'économies que demandé et utiliser ce léger surplus pour renforcer celles des mesures qui sont particulièrement utiles pour la compétitivité, ce serait une très bonne chose. Alors, la gouvernance de cette mission MAP a été un peu particulière parce qu'elle a été confiée à un triumvirat composé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un homme politique, un chef d'entreprise, un fonctionnaire. Et donc, ça permettait d'avoir des regards croisés. Je dois dire que les choses ont très très bien marché. Et contrairement à d'autres triumvirats, ça ne s'est pas terminé par un poignard planté au milieu du dos, mais au contraire de la façon la plus consensuelle qui soit. Il faut dire que nous avions la chance d'avoir une équipe excellente de rapporteurs. Notre rapporteur général, Jérôme Ity, est présent. Il pourra répondre à vos questions tout à l'heure avec moi. Et nous avons aussi ici Serge Catoire, ingénieur des mines. Nous avions 2 ingénieurs des mines dans l'équipe. Ingénieur en chef, je crois, Serge, ou même général. Oui. Et Morgan Veil, qui est également ici. Il y avait aussi un autre inspecteur des finances, des représentants du Trésor et du budget qui ont été, ce qui est inhabituel, détachés à plein temps pour cette mission pour nous aider. Et puis toute une équipe des collectivités locales, mobilisée en partie par l'Association des régions de France, en partie par l'équipe de Jean-Jacques Kéran. Ça a donc permis de mobiliser des moyens, ils ne sont jamais suffisants évidemment, mais conséquents pour étudier l'immense sujet que nous avions à traiter. Nous avons rapporté à 2 reprises à un comité de suivi de la mission MAP qui rassemblait les partenaires principaux, y compris les partenaires syndicaux, syndicats patronaux et organisations ouvrières. Et nous avons également mené ce travail parallèlement et conjointement avec le travail qui se poursuit d'ailleurs au sein du Conseil national de l'industrie, le CNI, l'ex-Conférence nationale de l'industrie, où sont représentés également les entreprises, les partenaires syndicaux, etc. Le travail qui se poursuit au sein du CNI porte sur les aides aux entreprises industrielles, donc un champ plus étroit que celui que nous avions, mais en même temps sur l'ensemble de ces aides. Alors que le champ de notre mission, on vient d'en parler tout à l'heure, était l'ensemble des aides aux entreprises, mais avec un nombre assez important d'exclusions. Si on prend une définition très large des aides aux entreprises, et probablement trop large d'ailleurs, on est sur le chiffre de 110 milliards que M. De Jaeger a rappelé tout à l'heure. Ça comprend des tas de choses un peu hétéroclites et en tout cas, il a été décidé dès le départ de cette mission d'exclure de nos investigations un certain nombre de sujets importants, par exemple les taux réduits de TVA, qui représentent un nombre significatif de milliards, les allègements de cotisations sociales Fillon jusqu'à 1,6 SMIC, qui représentent 21 milliards, les aides aux handicapés, qui font curieusement partie des aides aux entreprises, qui représentent quelque chose comme 7 milliards.
Les mesures sur la formation professionnelle, parce qu'elles vont être étudiées à part, 4 milliards, etc., etc. Une fois qu'on a déduit tout ça, on arrive aux chiffres que M. Degeger vous a cités, c'est-à-dire 40 milliards d'aides d'État, 6 milliards et demi d'aides des collectivités locales. Pour étudier ces aides, on a fait un benchmarking, comme on dit dans l'horrible jargon moderne, référencement par rapport aux pratiques d'une dizaine de grands pays industriels, donc les États-Unis, la Suède, le Japon, etc. On a demandé à nos représentations dans ces pays d'y enquêter, à la fois sur la manière dont étaient conduites les aides, les problèmes que ça pouvait poser éventuellement, les exemples à suivre, etc. On a également fait une enquête auprès des entreprises elles-mêmes, une enquête très générale. Alors, on n'a eu qu'1 millier de réponses, dont seulement 600 étaient exploitables. Enfin, c'est quand même déjà une base de connaissances intéressante. Et puis, on a fait un travail très large auprès des collectivités locales, qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Il faut voir que les 3000 aides que nous avons recensées n'étaient recensées nulle part. Il y a bien des fichiers des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres, mais aucun n'est exhaustif. Et les collectivités locales elles-mêmes ne savent pas, même quelquefois dans la même région, ce que font les unes et les autres. Donc, au moins du point de vue de la connaissance, du recensement de l'existant, on peut considérer que c'est un progrès intéressant. Pour compléter cette analyse, ce recensement des aides des collectivités locales qui a été fait donc à partir des données de la Direction générale des finances publiques, qui est leur agent comptable, qui donc les connaît financièrement, nous avons fait une enquête auprès de l'ensemble des régions et d'un certain nombre de départements et de métropoles pour compléter l'analyse. Un peu plus de la moitié du champ des aides des collectivités locales a pu être complètement couvert, le reste l'est par extrapolation. Si l'on prend le champ donc de ces 40 milliards plus 6 milliards et demi pour les collectivités locales, qu'est-ce qu'on constate en ce qui concerne les aides d'État, donc les 40 milliards? D'abord que, malheureusement, on peut dire, par rapport à l'objectif d'économie au sens strict, la moitié environ, 18 milliards sur 40 de ces aides sont des niches fiscales et sociales. Ce ne sont pas des aides, comme on pourrait le croire a priori, sous forme de versement d'argent, mais sous forme de non-versement d'argent par l'entreprise ou par la personne concernée. Donc 18 milliards de niches fiscales et sociales. Un deuxième poste est un poste qui lui aussi est un peu particulier parce que ce ne sont pas réellement des dépenses budgétaires récurrentes. C'est 12 milliards et demi, donc c'est une partie importante de l'ensemble, c'est plus de 30% de l'ensemble, qui sont en fait des dotations en capital, non consommables chaque année. Par exemple, quand l'État dote un fonds de garantie pour aider les risques en fonds propres, pour aider les prêts aux entreprises, il ne le dote évidemment pas chaque année. Ce fonds est censé durer le plus longtemps possible. On ne sait pas d'ailleurs à l'avance combien de temps il va durer. Alors tout ça est inscrit comme si c'était une dépense annuelle, alors que ce n'est évidemment pas une dépense annuelle. Donc ça rend le calcul compliqué parce qu'on additionne des pommes et des poires. Il y a environ dans l'enveloppe 3 milliards de taxes affectées. Par exemple, les taxes prélevées par les chambres de commerce et d'industrie sont des taxes affectées, ou celles du Centre national du cinéma. Et puis, il ne reste que environ 6 milliards d'aides budgétaires proprement dites. Alors, vous voyez bien que c'est 6 milliards ou 9 milliards. C'est 9 milliards peut-être, Jérôme. 6 ou 9 ? Voilà, 6 milliards et demi de crédits budgétaires, plus les 3 milliards de taxes affectées dont j'ai parlé. Donc vous voyez que si l'on veut, au sens strict, couper dans les dépenses, réduire ce que verse l'État chaque année, l'assiette sur laquelle on peut agir est très limitée. Si bien que finalement, dans nos propositions, il y a à peu près une moitié d'actions sur les niches fiscales et sociales et une moitié d'actions sur les dépenses budgétaires et les taxes affectées. Ce qui veut dire qu'on fait déjà un effort notable de correction par rapport à la situation actuelle, puisqu'on propose davantage de coupes budgétaires que de modifications des niches fiscales et sociales. Alors évidemment, l'inconvénient quand on agit sur les niches fiscales et sociales, c'est qu'on diminue le déficit budgétaire, puisqu'on fait rentrer plus de recettes, mais on n'allège pas la charge des prélèvements obligatoires. Donc c'est
d'une certaine manière moins bien que de faire des coupes budgétaires directes. Mais comme vous voyez, dans ce qu'on avait étudié, les dépenses budgétaires directes étaient quand même relativement limitées. Un deuxième constat qu'on peut faire, c'est que l'industrie proprement dite joue un rôle faible dans cet ensemble. Si l'on prend une définition stricte, probablement trop étroite, une définition stricte des aides à l'industrie, on arrive à un chiffre seulement de 2 milliards. C'est extraordinairement faible par rapport aux 40 milliards. Si on prend une définition un peu plus large de l'industrie, des services d'appui à l'industrie, on est sur 9 milliards par rapport à cette enveloppe de 40 milliards et plus. Donc il y a des tas d'autres choses que des aides à l'industrie. D'ailleurs, nous avons fait un tableau qu'on doit pouvoir vous projeter qui analyse les dépenses par ministère, ce qui n'est pas une très bonne approche, ce n'est pas l'approche de la LOLF, mais enfin c'est quand même relativement parlant. Le ministère le plus concerné par les aides aux entreprises est le ministère de l'Agriculture. Et quand on pense aide aux entreprises, on a parfois tendance à confondre avec aide aux entreprises industrielles. Ce n'est pas du tout la même chose. Les aides aux entreprises industrielles ne sont qu'un petit morceau dans cet ensemble très vaste. Quel est le rapport à peu près entre industrie et agriculture? Enfin, les rapports, c'était... L'ensemble des aides à l'agriculture, c'est 4,5 milliards. Et les aides à l'industrie, je vous dis, au sens étroit, 2 milliards, à un sens très large. Donc, 1 pour 2 à peu près, quoi, presque 1 pour 3. Oui. Alors ça c'est un constat qu'on peut faire. Un autre constat, c'est qu'il y a dans cet ensemble des aides aux entreprises, des aides qui ne sont que lointainement ou indirectement, ou même quelquefois pas du tout, des aides aux entreprises. On avait par exemple dans notre enveloppe toutes les aides du CNC, il y en a pour plus d'1 milliard, vous devez le voir sur le tableau ici, il y a une colonne culture. Oui, c'est vrai, il y a des entreprises qui s'occupent du cinéma, de la diffusion, etc. Mais enfin, là encore, c'est pas exactement ce à quoi on pense. Mais il y a des cas encore plus flagrants. Vous voyez dans la colonne d'à côté qu'on a pour 2,1 milliards dans l'enveloppe les dons aux associations et aux œuvres diverses. Alors certes, un certain nombre de ces associations sont des entreprises ou sont étroitement associées à des entreprises, mais d'autres pas du tout. Quand vous faites un don à la Croix-Rouge, vous n'avez pas l'impression d'aider une entreprise. Et pourtant, c'était dans notre enveloppe, et on a d'ailleurs fait une proposition sur ce sujet, mais évidemment, ça n'est pas du tout, à proprement parler, une aide aux entreprises. Et puis, il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait invoquer, comme les aménagements de taxes foncières, comme les subventions au gazole, etc. Donc c'est vraiment un ensemble qui n'est que pour une partie finalement bien plus réduite que ça n'a l'air d'être le cas des aides aux entreprises. Alors on a essayé d'analyser à l'intérieur de cet ensemble ce qui allait, qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qui va directement à l'entreprise, qu'est-ce qui y va indirectement à travers les parties prenantes. Et il y a une partie importante qui passe, par exemple, à travers les financeurs de l'entreprise. Dans notre enveloppe, il y a le PEA, qui est un système très intéressant, qui ne va pas directement à l'entreprise, qui est un système d'encouragement à ceux qui financent les entreprises en achetant des actions. Il y a aussi les tickets restaurants et les soutiens financiers à l'épargne d'entreprise. Bon, ça aide l'entreprise indirectement parce que ça favorise ses salariés. Mais enfin, c'est plutôt une aide aux parties prenantes de l'entreprise qu'à l'entreprise directement. Enfin, pour terminer sur la présentation de la situation telle qu'elle est, lorsqu'on regarde à quel stade de la vie de l'entreprise se situent les soutiens, on voit que c'est extrêmement diversifié. Il y a des soutiens à la création d'entreprises, il y a des soutiens à la transmission, il y a des soutiens au développement, et puis il y a beaucoup de mesures qui sont des soutiens généralisés à l'entreprise sans qu'on sache particulièrement à quel stade ça s'adresse. Alors tout ceci est donc très hétéroclite, résulte d'une longue sédimentation où, selon la bonne habitude française, on a ajouté des systèmes aux systèmes qui existaient sans se demander s'il fallait maintenir les systèmes qui existaient. On a parfois même des incitations contradictoires les unes avec les autres. On subventionne le transport routier et on se dit en même temps qu'il faudrait encourager les transports alternatifs au transport routier. C'est évidemment deux objectifs qui s'annihilent l'un l'autre.
Donc un système très sédimenté, parfois contradictoire et très mal évalué. Je vous l'ai dit pour les aides des collectivités locales, mais même pour les aides d'État, il y a eu toute une série d'évaluations ponctuelles. La Cour des comptes en fait régulièrement. Vous avez vu par exemple un rapport assez vif de la Cour des comptes récemment sur les débitants de tabac, sur les aides aux débitants de tabac, qui sont aussi dans notre collimateur, mais la plupart de ces aides, en réalité, n'ont jamais été sérieusement évaluées, ne le sont pas régulièrement, bien entendu, et une de nos préconisations, d'ailleurs, c'est que l'évaluation, maintenant, soit obligatoire et régulière. Les coûts de gestion de ces aides, on a parfois tendance à penser qu'ils représentent une grande partie de l'enveloppe. Ça n'est pas réellement le cas, en tout cas pour les aides d'État. Ils sont significatifs, mais ils sont une faible partie de l'ensemble de la dépense, quelques pourcents, 3 ou 4%. Ils sont plus importants pour les aides aux collectivités locales parce que les aides aux collectivités locales emploient 15 000 personnes pour conseiller et accompagner les entreprises. Et dans leur cas, les frais de gestion sont plus significatifs dans l'ensemble, ce qui explique qu'on ait proposé un certain nombre de mesures qui portent sur la réduction de ces frais de gestion. Voilà. Alors, la philosophie de notre approche à partir de tout ça a été d'abord de nous dire que certes, on était là pour faire des coupes, mais aussi pour avoir une stratégie positive et pour conforter ce qui peut être bon pour le futur et pour la compétitivité de notre pays. Et c'est ce qu'on a résumé par l'approche des 4 I. Il faut rendre hommage à l'auteur de la formule, notre rapporteur général, Jérôme Ity. Les 4 I, c'est la priorité à l'investissement, à l'innovation, à l'industrie et à l'international. Et vous avez pu voir, si vous avez regardé les conclusions du comité interministériel qui s'est tenu hier même et qui a pris en numéro 1 des 40 mesures, celles qui sortaient de notre rapport, qu'il a retenu ces 4 I, il reformule ça de la même façon dans sa communication, et je trouve que ça se retient assez bien, et ça indique bien quelles ont été les priorités qu'on voulait favoriser. Et donc nous commençons par un volet de 12 propositions qui consistent à conforter les choses utiles. Alors les choses utiles pour l'investissement, c'est par exemple les financements bancaires ou par garantie de BPI France. Sont les interventions en fonds propres, tant de BPI France, qui a repris maintenant ce que faisait CDC Entreprises, que par les incitations fiscales à l'investissement risqué pour les particuliers, comme les fonds de placement pour l'innovation, le PEA, etc. Autour de l'innovation, il faut conforter les aides à l'innovation, bien sûr, l'initiative stratégique industrielle, aussi les interventions des régions qui sont assez nombreuses en faveur de l'innovation, et puis conforter le régime de la jeune entreprise innovante. Il ne s'agit pas de revenir à des économies sur ce système, mais au contraire de le rendre le plus favorable possible. Il y a eu un aller-retour là-dessus qui était un peu fâcheux. Vous vous souvenez que le régime a été durci, puis réassoupli, mais moins qu'avant. Enfin, bon. Sur l'industrie, nous pensons qu'il est important de conforter et de faire prospérer les pôles de compétitivité parce qu'ils structurent les filières, ils soutiennent des projets innovants. Et donc tout ce qui est autour du fonds unique interministériel, du fonds de compétitivité des entreprises doit être conforté. Même chose pour les soutiens au secteur de pointe industriel, entre autres les avances remboursables dans l'aéronautique, chère à notre ami Louis Gallois, et puis les interventions du programme Investissement d'avenir, qui soutiennent des projets industriels innovants orientés vers les filières d'avenir, la transition énergétique, etc. À l'international, chacun le sait, il y a d'ailleurs un volet sur l'international qui est significatif dans les décisions du comité interministériel d'hier. Il s'agit de regrouper les interventions, conforter les soutiens financiers de la COFAS, rapprocher UbiFrance, l'agence des investissements, et conforter les interventions des régions en les articulant mieux avec les soutiens de l'État, parce qu'actuellement, c'est vraiment une dispersion absolument incroyable et nuisible. C'est-à-dire que chaque région, quelquefois chaque département, veut avoir sa propre représentation, qui n'est pas à l'échelle, évidemment, et ça rend les choses compliquées. Donc on peut être plus incisif, plus cohérent, avec les mêmes moyens. Ensuite viennent les propositions d'économie budgétaire. De même qu'il y a 12 propositions de confortement, il y a 12 propositions d'économie budgétaire.
Alors, autour de l'idée de réduire les coûts de gestion, nous avons proposé une coupe très significative dans les dépenses des réseaux consulaires, principalement les chambres de commerce et d'industrie, mais aussi les chambres de métiers. Et on a été suivis sur ce point-là assez largement. Nous proposions 400 millions d'économies et 15 millions accessoirement d'économies sur les centres techniques industriels, dont nous savons qu'ils sont très utiles, mais il y a quand même un certain nombre de chevauchements qu'on pourrait réduire. Alors, l'argument en ce qui concerne les chambres consulaires, vous le connaissez sûrement, c'est que leurs ressources ont augmenté fortement ces dernières années. La taxe qu'elles prélèvent sur les entreprises a augmenté fortement. Elles dégagent un résultat positif très large, à peu près 200 millions de résultats positifs. Et en plus, elles ont commencé à se réorganiser, elles se sont regroupées. Il y a 50 chambres de moins qu'il y a 10 ans. Et il n'y a eu aucune économie de fonctionnement en face. Alors, quand on leur demande pourquoi, elles expliquent qu'au début, ça commence par coûter avant de rapporter, ce qui est tout à fait vrai. Mais au bout d'un certain nombre d'années, on peut se dire qu'on entre dans la période où ça devrait quand même permettre des économies. J'ajoute que les 400 millions de coupes que nous proposons ramènent simplement leur budget au niveau de ce qu'il était en 2008, époque où personne ne disait que c'était la catastrophe. Voilà, donc ça c'est un premier gros morceau. Un deuxième morceau, plus petit en dimension mais important, est ce que nous attendons de la rationalisation de la carte des agences de développement économique des collectivités territoriales. Il y en a 110. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 15 000 agents. Alors pas tous dans les agences de développement quand même, heureusement. Il n'y en a que 1500 dans les agences de développement. Mais enfin, ça fait beaucoup, 110 agences. Et on pense qu'il serait raisonnable d'en avoir une seule par région, qui ne serait pas forcément l'agence actuelle de la région, qui peut être celle du département le plus performant, mais regrouper les moyens autour d'une agence par région. Ça pourrait apporter 70 millions d'euros d'économies budgétaires, ce qui n'est quand même pas négligeable. Ensuite, il y a tout un paquet de dépenses qui sont malheureusement essentiellement des niches fiscales et sociales, mais qui correspondent à des systèmes qui ont déjà été évalués dans le passé, des systèmes de soutien, comme totalement inefficaces ou totalement inefficients. Vous connaissez la différence entre les deux idées. Inefficaces parce qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs. Par exemple, il y a des effets d'aubaine massifs, ça n'atteint pas le public auquel c'était destiné, donc on a manqué la cible. Tout ça a été analysé en détail pendant 1 an par la mission Henri Guillaume et chacune de ces mesures a été cotée. Donc on a repris toutes celles qui avaient 0, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment inefficaces ou pour quelques-unes, une minorité inefficiente, c'est-à-dire qu'elles atteignaient bien à peu près le but visé, mais avec une déperdition énorme d'énergie par rapport au résultat. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup pour un résultat faible. Il nous a semblé raisonnable de proposer de supprimer la moitié de ces mesures inefficaces. Pourquoi pas la totalité, vous me direz, si elles sont inefficaces, mais par réalisme. Nous nous sommes dit que ce serait déjà bien si on arrivait à en supprimer la moitié, ce qui représenterait quand même 400 millions d'économies de dépenses fiscales et sociales. La mesure suivante consiste, elle est plus petite en montant, c'est 25 millions seulement, à remplacer les zones franches urbaines par des emplois francs. Les zones franches urbaines ont été créées pour essayer de revitaliser des zones urbaines défavorisées. On s'aperçoit que les effets d'aubaine sont très importants et que la cible est le plus souvent manquée. Et il serait probablement plus efficace de financer directement les emplois, les recrutements qui se font auprès d'habitants de ces régions, de ces zones urbaines défavorisées, que par un système de zones franches. Alors, ça ne rapporte que progressivement parce qu'il y a tous les engagements pris dans le passé à honorer, donc c'est 25 millions la première année, mais ce sera plus progressivement. La mesure suivante consiste à mettre un terme rapide aux subventions aux biocarburants de première génération. Bon, ça fait 18 ans que par des diminutions fiscales, des réductions de taxes, on encourage l'utilisation des biocarburants, en plus de la rendre obligatoire de toute façon dans les mélanges de carburants des voitures.
on s'est aperçu que les biocarburants de première génération n'étaient pas aussi efficaces écologiquement qu'on le pensait et qu'ils étaient même probablement nuisibles. Et donc urgent de passer aux biocarburants de deuxième génération qui ont l'avantage de ne pas être concurrents des cultures alimentaires et de pouvoir être développés largement avec des effets écologiques beaucoup plus forts. Donc il n'est plus nécessaire, il n'est plus souhaitable d'encourager les biocarburants de première génération. Ça peut apporter une économie annuelle de 250 millions qui n'est pas négligeable. Ça aussi, ça fait partie des mesures qui ont été retenues hier. Nous proposons, vous savez à quel point le sujet est touchy, comme disent les Anglais, et délicat, de revoir les exonérations de cotisations sociales pour les activités outre-mer. Alors, pas de les supprimer, simplement de redéfinir le mode de calcul, l'étalement de ces cotisations. Par exemple, elles montent jusqu'à 4,5 SMIC alors que c'est 2,5 seulement en métropole. Il n'y a pas vraiment de justification. Et surtout, il y a beaucoup d'autres systèmes d'aide déjà aux activités outre-mer que nous ne proposons pas de modifier. Par exemple, il y a des soutiens massifs à l'économie sucrière. Il y a tout le système fiscal particulier de ces départements. Nous proposons donc simplement, si j'ose dire, de revoir le barème des exonérations de cotisations sociales à hauteur de 200 millions et de supprimer une mesure qui est quand même assez croquignolesque pour parler familièrement et qui s'appelle la TVA NPR. La TVA NPR, c'est une TVA qui n'est pas perçue mais qui est quand même remboursée à l'entreprise qui ne l'a pas payée. C'était un système limité au départ, il y avait 80 produits concernés, il y en a maintenant 8000, donc c'est une vraie usine à gaz et c'est complètement absurde. Je crains que nous n'ayons pas été suivis sur ce point d'ailleurs, je ne suis pas très sûr. Enfin, en tout cas, ça nous paraissait une proposition de bon sens, ça représente 100 millions. Nous proposons, et je crains que là aussi nous n'ayons pas été suivis sur ce point, de réformer les avantages fiscaux en faveur du livret de développement durable. Pourquoi ? Parce que dans la situation où nous sommes, on a besoin un petit peu de consommer, parce qu'il faut bien que les entreprises vendent, fassent du chiffre d'affaires. On a besoin beaucoup d'investir, mais on n'a surtout pas besoin de conserver de l'épargne liquide en SICAV monétaire ou en livret de caisse d'épargne. Alors je sais bien que ça sert à financer le logement social, mais ceux qui connaissent un peu le sujet, j'y reviendrai si vous voulez, savent que les marges dont dispose la Caisse des dépôts dépassent largement les besoins maximaux possibles de financement du logement social. Donc on peut tout à fait, et ce serait logique dans la mesure où ces exonérations profitent d'autant plus que les détenteurs sont plus aisés, puisque c'est une déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu, on peut imposer les intérêts de ces livrets de développement durable et les assujettir à cotisations sociales, puisqu'ils en sont actuellement dispensés. Enfin, cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Nous proposons de revoir en baisse, je vous ai dit tout à l'heure que c'était bizarrement dans l'enveloppe des aides aux entreprises, mais puisque c'était dans notre enveloppe, on l'a regardé, de revoir en baisse le taux d'exonération dont bénéficient les dons aux associations, aux œuvres, etc. Avec une exception qui est de maintenir le taux de déduction particulier actuel, 75%, pour ce qu'on appelle l'amendement Coluche, enfin, qui est plus large que juste les Restos du Cœur. Mais en dehors de ce taux-là, le taux qui est pratiqué actuellement est de 66% pour l'impôt sur le revenu et 75% pour l'ISF. Nous proposons de tout aligner à 60%, ce qui n'est pas une diminution considérable, mais qui rapporte quand même 150 millions, sachant que 60% est le taux qui s'applique déjà au mécénat des entreprises. Nous proposons, outre cela, de reconfigurer un certain nombre d'interventions inefficientes parce qu'elles coûtent cher et qu'elles ne sont pas vraiment dans les enjeux de la compétitivité de demain. La première de ces mesures, c'est une réforme de l'avantage fiscal des sociétés immobilières d'investissement cotées. Alors c'est assez technique, c'est un système particulier qui est un régime de transparence fiscale. En fait, les résultats de ces sociétés immobilières sont imposés entre les mains de leurs actionnaires, c'est-à-dire les particuliers qui détiennent leur part, et non pas au niveau de ces sociétés. Mais elles gardent une partie de leurs recettes, et donc ce qu'on prévoit, ce n'est pas de supprimer ce régime de transparence fiscale, mais juste de les obliger à distribuer une partie plus importante de leurs revenus et de leurs plus-values
qui seront ensuite imposées entre les mains des particuliers qui les recevront. Nous proposons de faire quelques économies sur le CNC. Il ne s'agit pas évidemment de mettre un terme à l'exception culturelle française, ce n'est pas du tout le propos, mais le CNC, comme les chambres de commerce, a ces dernières années eu une augmentation beaucoup plus rapide que prévu de ses recettes parce qu'il a reçu une taxe supplémentaire qui est la taxe sur la distribution de services audiovisuels qu'on appelle la TST-D. On est parti de 80 millions il y a 3 ans, on est à 320 millions aujourd'hui. Donc ça va très très vite et il nous a semblé possible de faire 150 millions d'économies budgétaires sur l'enveloppe du CNC. Ensuite, des interventions reconfigurées parce qu'elles ont des effets écologiques ou sur la santé publique qui sont néfastes. La plus importante de ces mesures, c'est la modulation de la réduction de taxes pour le gazole. Je ne parle pas du gazole, du tarif du gazole pour les particuliers, qui est un autre sujet traité dans les conférences écologiques. Là, il s'agit du coût du gazole pour les agriculteurs, pour les transporteurs routiers, pour les engins de travaux publics et pour les taxis. L'ensemble de ces abattements fiscaux, qui visent donc à faciliter l'exercice de ces professions, représente, je crois, 2 milliards au total. Nous proposons une réduction de 480 millions sur cet ensemble. Il faut savoir que chacun d'entre nous, s'il a un véhicule diesel, paye une taxe de 43 centimes par litre. Cette taxe est de 7 centimes seulement pour les engins de BTP et de 2 centimes seulement pour les agriculteurs. Avec un système particulier, ils payent 7 centimes comme les autres, mais ils ont en plus un remboursement de 5 centimes qui ramène le taux à 2 centimes pour eux. Ça paraît quand même plus très justifié aujourd'hui, un peu excessif. Nous ne proposons pas du tout de supprimer complètement cet allègement, mais de le réduire. Et donc, au lieu de payer 7 centimes, ils paieraient 15,7 centimes, ce qui est encore beaucoup moins que les 43 centimes de tout le monde, ce qui permettrait de faire une économie significative. Dans le cas des agriculteurs, on se débrouillerait en augmentant le remboursement dont j'ai parlé à l'instant pour que tous les petits agriculteurs soient épargnés par la mesure. Les 2 tiers des agriculteurs, en fait, seraient épargnés et seuls les gros agriculteurs qui ont une consommation importante de gazole seraient touchés par cette diminution de la réfaction de taxes. Enfin, 12e mesure, nous proposons, et hélas, je crains que là aussi on ait du mal à être suivi, mais nous proposons de réduire très substantiellement les aides aux buralistes. Vous savez que la loi impose de mettre sur les paquets de tabac que fumer tue. Il n'empêche que l'État subventionne les buralistes de la poche des contribuables à hauteur de 250 millions par an. Ce qui paraît quand même complètement aberrant, surtout si on tient compte du fait que la Cour des comptes a montré dans un récent rapport que leurs revenus depuis 10 ans ont augmenté de 67% en moyenne, alors que le revenu d'un spicard a augmenté de 20% et celui d'un Français moyen de 10%. Donc le spicard et le Français moyen payent pour qu'on aide les buralistes dont les revenus ont augmenté davantage que les leurs. Et en plus, c'est un enjeu de santé publique qu'on voit bien. Donc il nous a paru raisonnable de proposer de supprimer la plus grande partie de ces aides, 210 millions sur 250, en gardant uniquement les aides à la sécurité des bureaux de tabac et les aides aux bureaux les plus fragiles. En fait, c'est un système dans lequel on remplacerait un certain nombre des aides actuelles. Il y a 7 aides différentes aux buralistes par une remise sur le prix du paquet de tabac qui serait modulée en fonction de la taille de l'exploitation. Voilà pour les 12 économies que je vous ai présentées assez en détail, parce que c'était quand même un des sujets principaux de notre mission. Juste avant il y a eu des arbitrages de rendu déjà hier. Oui. Si on fait un rapide bilan des 12 mesures, 12 préconisations que vous faisiez pour renforcer certaines aides ou certains avantages, et 12 mesures d'économie, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été plutôt bien suivi ou plutôt écouté ou plutôt pas bien écouté? Oui, quel bilan vous faites un peu? Je pense qu'on a été plutôt bien suivis. Je dirais que les 2 tiers de nos propositions ont été retenues, ce qui est déjà remarquable parce qu'elles étaient courageuses. Enfin, elles supposaient plus de courage de ceux à qui elles étaient destinées que d'une autre. Parce que c'est toujours facile de proposer, mais pour le responsable politique, décider et supporter le poids de la contestation, des revendications, c'est quand même une autre paire de manches.
On a essayé, bien sûr, de discuter tout ça avec les intéressés, mais enfin, le pouvoir politique qui prend la décision quand même a une responsabilité beaucoup plus lourde. Donc je trouve que les propositions courageuses ont été suivies dans les 2 tiers des cas. J'ai essayé de vous dire au passage ce qui ne serait probablement pas suivi, ce qu'on ne voit pas dans le relevé de décision d'hier. Donc c'est les aides aux buralistes, c'est la TVA NPR, qu'est-ce qui manque d'autre je ne sais pas si la proposition sur le CNC a été suivie, je ne l'ai pas vu dans le relevé de décision. Je ne pense pas, enfin je n'ai pas vu, mais je ne suis pas sûr là, que la décision ait été vraiment prise. Je n'ai pas vu dans le relevé de décision d'hier la mesure sur les dons aux associations. Mais il est possible qu'elle soit prise quand même, je ne sais pas sur ce plan-là. Mais par exemple, les mesures sur les chambres de commerce et d'industrie, les mesures sur le gazole, les mesures sur les biocarburants, un tas d'autres mesures que je viens de parcourir avec vous sont bien reprises par le CIMAP et figurent dans le communiqué. Alors maintenant, le 3e volet, 12 mesures aussi, concerne les mesures de simplification et de rationalisation. Il reste 10 minutes. Voilà, je vous avais dit qu'il y a 10 minutes. C'est voilà, parfait. Donc la première de ces mesures consiste à se dire que bien qu'on ait, malheureusement à mon avis, maintenu la clause de compétence générale pour toutes les collectivités, ce qui veut dire que chacune peut tout faire. Ça ne va pas vraiment dans le sens de la rationalisation. Mais malgré ça, il nous a semblé qu'on pouvait préconiser que la région ait un chef de filat complet en matière économique, c'est-à-dire aller nettement au-delà de ce qui est actuel, de ce qui est actuellement le cas, où elle fait un plan régional, mais enfin, chacun fait quand même à sa guise. Donc, il s'agit de transférer véritablement le pouvoir en matière de développement économique et d'aide aux entreprises, aux régions, et donc de prévoir que les régions établissent un document stratégique régional auquel tout le monde doit faire référence au lieu de faire des actions dispersées. Alors ça permet évidemment, ce chef de filat complet de la région, de gagner en efficience au lieu de se disperser dans des actions diverses et contradictoires. Et donc nous en espérons un gain d'une centaine de millions. On peut aussi, parallèlement à ça, en simplifiant les interventions de l'État et en fait en retransférant à l'échelon local ce qui doit maintenant être fait à l'échelon local, faire des économies au niveau de l'État qu'on a estimé à 90 millions en supprimant un certain nombre de systèmes d'État, de soutien à la petite entreprise artisanale, à l'aménagement du territoire, le FNPC, etc. Toutes ces procédures qui ont proliféré et qui sont gérées tant bien que mal par l'État devraient, à notre avis, être reprises en main complètement par les collectivités locales qui sont plus près du terrain. Nous proposons également, dans le sens de la simplification, de supprimer toute une série de petites mesures d'État qui sont souvent obsolètes. Un certain nombre ne sont plus utilisées du tout, mais elles figurent quand même partout et elles encombrent, si j'ose dire. Donc déjà supprimer ce qui n'est plus utilisé, supprimer des opérations inefficaces ou dont les coûts de gestion sont trop élevés. Tout ce nettoyage de 360 procédures différentes de petits montants, chacune fait moins de 5 millions. Alors on ne fait pas un nettoyage complet, il y en a qui sont quand même utiles, mais on a proposé d'en supprimer exactement 101 et d'en supprimer 70 autres qui de toute façon sont obsolètes et ne sont plus utilisées. Donc ça fait une moitié environ de ces mesures de faible montant qui disparaîtraient et ça représente au total une centaine de millions. De même, dans les collectivités locales, nous proposons de regrouper et simplifier une dispersion extraordinaire d'aide à la création et à la transmission d'entreprises. Bien sûr, c'est utile d'aider à la création et à la transmission. On n'a peut-être pas besoin de plusieurs dizaines de procédures dans la même région pour faire ça. Et c'est encore plus flagrant dans le domaine du tourisme. Vous avez peut-être pu voir tout à l'heure, si on regarde les aides des collectivités locales, que tous les niveaux interviennent pour des montants à peu près égaux, chacun 250 millions en gros, pour aider le tourisme. Donc la commune, la communauté de communes, enfin l'intercommunalité, le département, la région, chacun a son aide au tourisme. Évidemment, ça brouille le message quand même considérablement. On devrait pouvoir s'organiser mieux, regrouper les choses, et on en attend là aussi 100 millions d'économies budgétaires.
On espère qu'on pourrait tirer aussi 50 millions d'économies budgétaires pour les collectivités locales en regroupant, en simplifiant toute une série de prestations de conseil et d'accompagnement, donc non monétisées, non facturées aux entreprises, mais qui coûtent aux collectivités locales. Et ce coût non exprimé, qui n'est traduit nulle part dans les chiffres, il est quand même là. Donc déjà prendre conscience de ce coût et essayer de le réduire peut permettre de simplifier la vie de tout le monde et de faire des économies significatives. Les 6 autres mesures sont des mesures qui n'ont pas de coûts chiffrés et qui ne rapportent pas d'économies chiffrées, mais qui nous paraissent importantes aussi. Accélérer le déploiement du portail unique qui renseigne sur l'ensemble des aides disponibles. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un ensemble hétéroclite qu'on ne savait même pas recenser. Donc avoir un portail unique où on puisse s'adresser pour savoir comment on peut être aidé. Développer dans chaque région une plateforme commune entre BPI France et la région. C'est d'ailleurs ce qui est sur la table actuellement. Dans les projets complexes, établir des référents État qui soient capables d'accélérer les délais, le pilotage des dossiers. Pour faciliter la vie des entreprises, systématiser le dépôt dématérialisé des demandes de soutien pour toutes les aides, au lieu de remplir des dossiers papier, et harmoniser les procédures d'octroi de ces aides. Progresser le plus rapidement possible vers le programme qu'on appelle « Dites-le nous une fois », c'est-à-dire que l'entreprise, au lieu de recommencer un nouveau dossier à chaque fois, est renseignée une fois pour toutes son secteur d'activité, fournit son cabis, etc., et qu'on ne lui redemande pas à chaque fois la même chose. Ça n'a l'air de rien, mais pour faciliter la vie, je pense que c'est quand même utile. Et puis demander à chacun des organismes gestionnaires, on espère regrouper et simplifier, d'établir son propre programme de simplification des procédures pour avoir une approche centrée sur ce sujet à l'avenir. En termes financiers, tout ceci représente 3 milliards 130 millions exactement de propositions. En termes de simplification, un certain nombre de choses sont chiffrables, d'autres pas, mais nous pensons que ce serait un pas en avant important. Et pour répondre à la même question que vous m'avez posée tout à l'heure, ces mesures de simplification, elles sont très largement retenues dans le programme qui a été annoncé hier par le CIMAP. Alors il reste bien sûr maintenant à traduire tout ça dans les faits, mais il y a des calendriers qui sont proposés pour le faire. Merci Philippe Jurgensen, vous avez tenu la montre très précisément, bravo. On peut l'applaudir, oui. Je vais passer la parole à Jean-Claude Vollot, qui a écouté attentivement. J'ai vu qu'il avait pris des notes. Il connaissait déjà le rapport, de toute façon. Il l'avait consulté plusieurs fois. Et Jean-Claude, tu vas nous dire, en tant que chef d'entreprise, finalement, ce que tu retiens. Je rappelle que tu es vice-président donc dans l'équipe Gattaz, nouveau président du MEDEF, international, filière et marché. Et puis tu es également présidente de Diana Aerospace, un équipementier aéronautique. Et puis bon voilà, tu as eu plusieurs entreprises, etc. Tu as été médiateur du crédit, médiateur de la sous-traitance. Voilà, je rappelle brièvement ton CV pour montrer que tu es effectivement au courant un peu de toutes ces aides et voilà de tout cet écosystème d'aide publique aux entreprises. Et tu vas nous dire un peu ce que tu penses de ce rapport, du travail qui a été fait. Écoutez, vous savez, quand je vois ce travail et que je regarde la réalité de notre pays, du système administratif, des entreprises, des soucis que nous avons, n'est-ce pas, Louis Gallois, quand vous faites votre rapport sur l'amélioration de la compétitivité de la France, moi, ce rapport, vous savez, il me rappelle une phrase du film Le Guépard, la dernière phrase du Guépard et du roman. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tout ça ne change rien. Absolument rien de cette complexité administrative que nous, évidemment, entrepreneurs, et là je vais vous parler ce soir surtout en tant que syndicaliste, évidemment nous dénonçons tous les jours. Et les soucis et les charges, les surcharges que nos entreprises reçoivent, et je vous demande de vous reporter aux travaux du rapport Gallois, aux travaux de la Fabrique, aux travaux du MEDEF, qui tous, évidemment, remontrent du doigt où sont les sujets. Alors évidemment, je ne vais pas critiquer le rapport fait par Philippe Jurgensen et son équipe, parce que c'est un excellent rapport, mais ce que je vois dans ce rapport, au-delà même des économies qu'on lui a demandé de réaliser, 2 milliards et 1 milliard,
ce que je vois, c'est que pour la première fois, rendez-vous compte, un État aussi intelligent que le nôtre a attendu 2013 pour faire en fait un inventaire des aides. C'est tout de même inouï qu'il nous a fallu attendre si longtemps pour faire... Je pense que le principal intérêt du rapport Jurgensen, c'est ça. Nous avons aujourd'hui des tableaux, des tableurs que nous, au MEDEF, on a commencé à étudier ligne à ligne pour essayer de démonter tout ça, de rationaliser tout ça. Imaginons, il y a des chefs d'entreprise parmi vous, imaginons que vos entreprises fonctionnent de cette manière-là. Vous savez tous très bien que vous ne dureriez pas très longtemps. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre à l'État et à la sphère politique, parce que je sais très bien que les hauts fonctionnaires qui dirigent notre État, enfin, qui mettent en forme ce que les politiques demandent, sont d'accord avec ce principe. Mais le problème, vraiment le problème, c'est la conscience ou la compétence et la connaissance du monde politique français qui touche à l'économie. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors on pourra demander à Philippe Jurgensen et toute son équipe, qui sont très brillants, de constater les dégâts, mais si on ne touche pas au fond du problème, on ne réglera rien. Alors déjà, premier point qui nous a été très négatif pour nous, c'est qu'on nous annonce tout partout 100 milliards d'aides, 110 milliards d'aides aux entreprises. Tous les journaux ont repris ça. Il y a 2 jours encore, sur France Inter, un journaliste à 2 reprises a dit ça. Mais aucun, évidemment, et tout ça, ça a été quoi? Ça a été encore une annonce politique. Rendez-vous compte, on apporte 110 milliards aux entreprises et ils osent se plaindre. Alors que quand Philippe Jurgensen vous fait sa démonstration, au bout du bout, et surtout pour l'industrie, il y a très peu de choses. Et en fait, alors que nous avons décidé avec l'équipe Gattaz de travailler au rapprochement de la sphère politique, de la sphère du citoyen et du sphère de l'entreprise, par ce genre d'annonce, le citoyen, évidemment, regarde à nouveau les entreprises comme étant des privilégiés. Et quand Gattaz dit « baissez-nous de 100 milliards les aides, 50 milliards sur les charges sociales, 50 milliards sur les impôts », eh bien, que répondent les Français, notamment beaucoup de journalistes, qui ont une incompétence terrifiante sur ce sujet-là? Que demandent-ils puisque l'État leur donne? Merci et ça, les journalistes. Mais tu sais que tu es la seule exception. Non, il y en a d'autres. Alors, il y a vraiment un vrai sujet là-dessus, et cette annonce politique est encore négative sur le lien qu'il peut y avoir, le regard des Français sur leurs entreprises. Alors, quelle est la philosophie de base que nous, entrepreneurs, nous tenons? Nous, ce qui nous guide principalement, c'est ne nous mettez pas de charge ou peu de charge ce qu'il faut, et gardez vos subventions. Les entrepreneurs ne sont pas favorables aux aides, au soutien, aux subventions. Dites-vous-le bien, fondamentalement, nous n'y sommes pas favorables. Ce que nous voulons, une fois de plus, les 3 très excellents rapports que sont sortis ces derniers temps le disent, ce que nous voulons, c'est de la marge brute. On ne peut pas continuer dans un pays avec 28% de marge brute moyenne sur nos entreprises quand la moyenne européenne est à 40% et les Allemands à 42%. Et évidemment, le système de soutien de subvention des Allemands et des autres Européens est bien moindre. Mais la différence aussi, sachez-le quand même globalement, c'est que quand on gère ces masses, le rapport Jurgensen l'évoque à peine, c'est le coût de gestion. Le coût de gestion, pour 110 milliards, dans certaines régions, il est terrible. C'est-à-dire, moi je connais des produits en région où le coût des salaires des gens qui le gèrent, c'est largement supérieur au petit argent distribué. Et nous sommes en fait probablement à un coût de gestion de ça qui est autour de 7 à 10%. C'est 10%, c'est-à-dire on est sur du 7 à 10 milliards de coûts de gestion. Quand on nous demande de réduire de 1 et 2 milliards, mais c'est de la schizophrénie absolue. On est tombé sur la tête dans ce pays. Et il est important aussi qu'on reprenne conscience de ça, qu'on informe et qu'on forme le monde politique à comprendre l'absurdité du système dans lequel on est engagé. Alors, par exemple, des exemples. Les 35 heures. Vous allez dire, Volo, il nous rabat encore les oreilles avec les 35 heures. Sauf que les 35 heures, on les a jamais demandées. Vous êtes tous bien d'accord. On a tous demandé à l'époque en disant, oui, on est d'accord pour diminuer le temps de travail, d'une manière lente et progressive et systématique, sans indemnisation. Eh bien, qu'a fait l'État derrière? Il a mis 20 milliards d'indemnisation sur les bas salaires pour compenser
Les 35 heures. Les conséquences des 35 heures, vous les connaissez, vous savez. Je me souviens, quand M. Mitterrand est venu, il y avait un programme commun qui disait 35 heures. M. Mitterrand n'a mis que 39 heures. Parce que je pense qu'il y a eu la sagesse à l'époque de calculer les choses, plus une 5e semaine de congés payés. Au total, tout ça, ça a représenté, à l'époque Mitterrand, 57 jours de travail en moins. Par contre, quand le couple Jospin-Aubry arrive et met les 35 heures, c'est 208 jours de travail de moins. Et donc on est sur des sommes et des ordres de grandeur qui sont considérables. Il faut évidemment que c'est... Alors nous, on n'a jamais demandé les 35 heures. Quand on nous impute aide aux entreprises, 20 milliards sur ces choses-là, vous voyez tout de suite que nous ne sommes évidemment pas d'accord. Aide à l'export. Alors là, l'aide à l'export, on a tout ce qu'il faut. Depuis 13 ans, n'est-ce pas, Thierry, tu l'as démontré, depuis 13 ans, nous avons de moins en moins d'entreprises exportatrices. Que fait l'État et que font les régions en même temps? C'est parce que nous ne soutenons pas assez. Et plus ils soutiennent, et moins on a d'exportateurs. Il y a tout de même aussi sur ce sujet une vraie réflexion à avoir. Le problème que nous avons, ce n'est pas, évidemment, de pouvoir... le problème n'est pas d'avoir des soutiens en plus, parce qu'on ne les demande pas. Mais le problème, c'est le flux d'entreprises exportatrices. Pourquoi nous n'avons pas plus d'entreprises qui désirent exporter? C'est là qu'il faut porter l'export. Il vient de sortir un excellent rapport, une bonne analyse de deux députés sur le sujet qui disent une chose très intéressante au départ, il faut redonner l'envie. Et ensuite, ils énumèrent 32 mesures, il n'y en a pas une seule qui redonne l'envie. Et c'est un exportateur qui vous le dit, pas une seule redonne l'envie. Vous voyez que là aussi, il faut repenser, il faut revoir la manière de prendre les sujets dans l'intérêt de notre pays. Le CICE. Parlons du CICE. Au moment où Louis Gallois dit il faut, je crois, 30 milliards, qu'il faut décharger les entreprises, à ce moment-là, c'est en très peu de temps, on nous apporte 30 milliards de charges de plus. Puis on nous dit on va vous mettre 20 milliards. Vous voyez, c'est-à-dire on met un gros défaut et on le compense par un autre défaut. Et l'autre défaut, c'est quoi? C'est qu'en fait, un système hyper compliqué pour apporter ces 20 milliards aux entreprises. Louis, je continue. Quand j'explique aux hommes politiques que les éléments qui permettent de constituer un prix, c'est au moment où on élabore le prix que ça doit se faire, et non pas dans ce que j'appelle, de manière un petit peu humoristique, une marge arrière de l'État. Eh bien, nous avons toutes les situations. Regardez, vous avez entendu, évidemment, que lorsque l'on ne fait pas attention, lorsqu'on veut faire une action positive vers les entreprises, on ne mesure pas les effets pervers. Effets pervers, rapportés par tout le monde, et par plusieurs centaines d'acheteurs et de grandes entreprises, on demande aux sous-traitants, aux fournisseurs, de restituer sous forme de mise le CICE qu'on va recevoir. Tout ça est tout de même assez terrible. Même Louis, je sais très bien que vous allez faire le compte arithmétique en disant 30 moins 20, il y en a 20 qui vous reviennent, il n'y en a que 10 qu'on vous coûte. Oui, bien sûr, au plan du budget de l'État, c'est vrai. Non, je suis déjà pas d'accord sur les 30. Continuons. Un sujet que M. Jurgensen a évoqué, quand on sait les problèmes, et nous entrepreneurs, c'est ce qu'on regarde, quand on sait les problèmes que coûte, et on l'a dans nos charges, la politique de santé, et que l'on continue de soutenir les buralistes, et qu'on sait l'effet multiplicateur du soutien aux buralistes par rapport au coût de la santé consécutif au premier mal de la France en matière de santé, c'est-à-dire le tabac, on se dit aussi que là, il y a un vrai sujet de réflexion. Bon, je ne vais pas compter le catalogue parce que Louis, ça va déplaire à Louis. Qu'y a-t-il de mieux? Qu'est-ce qui est bien passé dans tout ce qui peut se passer? Évidemment, c'est quand on oriente sur l'investissement. Le soutien public à l'investissement, il est sûr que je vais difficilement aller contre, surtout que j'y ai participé auprès de René Ricol. Et donc, en fait, le crédit d'impôt recherche, 3,5 milliards, Philippe, c'est bien ça, hein? Bon, voilà quelque chose qui est intéressant, bien sûr. Mais vous savez, on s'en passerait bien si nos marges étaient à 42%. On n'aurait pas besoin
de ce soutien. Ça ne nous servira à rien du tout. On dit les entreprises françaises n'investissent pas suffisamment en recherche et développement, on va leur apporter un soutien par l'impôt. Mais en réalité, si on avait les marges brutes qui nous allaient bien, vous savez, on le ferait nous-mêmes et nous serions bien contents de le faire nous-mêmes. Bon, enfin, c'est tout de même quelque chose pour stimuler l'investissement. Il faut aussi que je sois objectif à le reconnaître. Maintenant, autre point positif, et c'est pas parce que Louis est là, mais les 35 milliards qui sont destinés aux investissements d'avenir et les 12 milliards qui viennent d'être ajoutés, ça, nous disons oui, parce qu'une fois de plus, on est dans l'investissement. On n'est pas dans la consommation à travers les salaires, la TVA et tout, l'exemption de TVA. On est vraiment axé sur l'investissement, avec tous les intérêts qu'il peut y avoir derrière. Moi, ce que j'aurais aimé sur le CIR, c'est qu'il soit couplé avec un effort d'exportation. Je pense que le couple des deux, vous le savez tous, presque 80% des entreprises qui bénéficient du CIR exportent. Donc le couple entre les deux, innovation-exportation, est absolument certain. Je pense vraiment que, et vous voyez, c'est un entrepreneur qui parle, c'est que si une entreprise bénéficie du CIR, elle doit aussi faire l'effort d'exporter. Voilà des couples intéressants. Lorsque j'étais commissaire à l'international des entreprises, j'ai eu le temps, 5 mois seulement le temps de me rendre compte, par exemple, que dans la catégorie des entreprises de plus de 100 personnes qui bénéficient du CIR, il y en avait 3500 qui n'ont jamais exporté. C'est pas rien, 3500. Si on couplait les deux, je pense qu'on pourrait avoir une meilleure stimulation. Maintenant, je ne vais pas critiquer non plus toutes les lignes budgétaires qui sont liées à la recherche et développement, dans tous les ministères et partout, parce que là aussi, on est dans l'investissement et dans le futur. À une nuance près que l'entrepreneur que je suis ferait, c'est que même si ça change, c'est vrai que les investissements d'avenir y concourent, mais faire comprendre à nos chercheurs qui bénéficient de l'argent public qu'ils ont aussi un devoir de retour de l'investissement et de la confiance que les citoyens leur font. Alors, je pourrais aussi continuer à énumérer d'autres sujets, bien sûr, ce que je ne ferai pas. Mais vous savez globalement comment fonctionne notre système. Les politiques imaginent quelque chose et en fait, ils vont faire cette mesure qu'ils ont mis dans un programme et ensuite, derrière, ils vont constater des défauts et ils vont remettre un autre défaut pour compenser le défaut. Pour les qualiticiens qui sont parmi vous, on sait très bien qu'on ne doit jamais régler un défaut par un défaut, mais on annule le défaut, bien entendu. Eh bien, c'est le système que vous voyez là, qui est tellement compliqué et construit comme ça. Et puis donc, le sujet que je vous ai dit déjà, c'est que l'essentiel de ces soutiens ne sont pas basés sur l'investissement, bien qu'il y a un gros virage en ce moment, je le reconnais, c'est tant mieux. C'est pour ça aussi que je pense, moi, qu'il faudrait confier à Philippe Jorgensen le tome 2 de son rapport. Le tome 2 serait, maintenant, comment on fait muter ces sommes d'argent de prétendu et de soutien, de prétendu et de soutien, les deux, aux entreprises, comment on les fait passer, évidemment, dans un système essentiellement basé sur l'investissement. Je vais arrêter là. Je suis assez pessimiste parce que je me demande comment notre État et notre pays va pouvoir changer son mode de pensée. Le paradigme actuel est tellement fort et tellement marqué que passer dans un autre, ça me paraît très compliqué. J'ai respecté mon temps. Merci, ouais, c'est bien Jean-Claude. Merci beaucoup. Louis Gallois, je crois que vous voulez réagir. Il a déjà fait un peu pendant le temps d'intervention. Oui, Jean-Claude Vollot a lancé le débat au moins. Je vais essayer d'y participer. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec Jean-Claude Vollot. Les 35 heures, les coûts de gestion des systèmes. Je n'ai pas chiffré 7 à 10 milliards, j'en sais rien, j'ai aucune idée là-dessus. Je sais que la multiplication des systèmes, la prolifération des systèmes ne peut entraîner que des coûts de gestion extrêmement élevés. Bon. Et puis, l'hommage rendu aux investissements d'avenir que je me garderai bien de ne pas enregistrer. Alors là où je commence à avoir des divergences, c'est... avant d'évoquer les divergences, je voudrais dire que les entreprises ont leur part de responsabilité. Je rappelle à Jean-Claude Vollot qu'il y a 800 branches professionnelles. Il devrait y en avoir 30 ou 40. Pourquoi il y a des branches professionnelles qui nous coûtent de l'argent à tout le monde?
parce qu'il y a des présidents de branches professionnelles et qu'on ne remet pas en cause ce genre de truc. Je n'ai pas entendu le patronat stigmatiser les tribunaux de commerce. Et je pense que les tribunaux de commerce, ce sont des lieux où on dépense beaucoup d'argent. Je vais recevoir bientôt la visite du président du Conseil de l'ordre des greffiers parce que j'ai eu le malheur de dire dans une émission combien il gagnait par mois. Et donc j'ai trahi une sorte d'omerta. Je reconnais qu'il faut qu'il gagne beaucoup puisque les charges coûtent beaucoup. On est au Moyen-Âge. Donc on achète sa charge et puis après on ça transmet en famille. Il y a des familles de greffiers. Bon, très bien. La formation professionnelle. Il faudrait peut-être que le patronat regarde la manière dont la formation professionnelle est gérée. Dans le paritarisme, je le reconnais, et sur ce point, je pense qu'il y a aussi des progrès à faire. Non pas pour réduire les crédits, mais peut-être pour faire quelques économies et que cette formation professionnelle soit plus efficace. J'ajoute que les chefs d'entreprise sont souvent les meilleurs défenseurs des systèmes d'aide que vous stigmatisez. C'est-à-dire que chaque fois qu'on veut toucher un système d'aide, on a immédiatement... moi, mon inspirateur, c'est Jean-Pierre Raffarin, qui, parlant des niches, dit dans chaque niche, il y a un chien. Ce chien est méchant. Ce chien est méchant. Il mord. Et un chien qui mord. Dernier point sur les marges brutes. Alors, j'ai été le premier dans mon rapport à parler de l'évolution, pas le premier, parce que d'autres avaient parlé avant moi, mais enfin, j'ai fait cœur avec ceux qui ont dit que les marges brutes des entreprises étaient à un niveau bas historique et que c'était le problème majeur. Bon. Mais j'ai regardé de près l'écart des coûts salariaux entre la France et l'Allemagne sur les 12 dernières années. On peut considérer qu'il y a 12 points qui ont varié. Il y en a un tiers qui est dû au transfert de charges salariales, de charges sociales sur la fiscalité, et 2 tiers aux augmentations de salaire accordées par les entreprises. La modération salariale, alors je sais que ça se discute, mais on a fait le choix du salaire contre l'emploi, quand même. Et on a fait le choix du salaire contre la marge des entreprises. Ce qui prouve qu'on n'a pas été capable de faire l'effort de pédagogie. Et là, la responsabilité des chefs d'entreprise est engagée. J'en viens maintenant aux différentes mesures. Bon, c'est assez simple. Il y a 110 milliards, vous les supprimez, et comme ça, tout le monde est heureux, puisque vous recevez 100 milliards. Moi, j'ai toujours pensé que l'objectif de 100 milliards était un objectif mythique. Vous parliez des 110 milliards d'aides aux entreprises, et je reconnais que le chiffre présenté comme tel suscite débat. Et vous avez eu tout à fait raison de dire que ce 110 milliards, c'était des choux et des raves, et qu'en plus, il y avait une partie dont vous n'étiez pas demandeur, notamment les 20 milliards dus aux 35 heures. Ça, je rends acte là-dessus. Mais demander dans la situation du pays actuellement un transfert de 100 milliards, soit sur la réduction des dépenses publiques, soit sur la fiscalité des ménages, c'est tuer définitivement tout espoir de croissance, et c'est d'abord créer un problème presque insoluble, mais c'est surtout que ça nous coûte 1 ou 2 points de croissance. On est à 0. C'est-à-dire qu'on se retrouvera à moins 1 ou moins 2% de croissance. Et là, les entreprises, elles souffriront également. Donc je pense, je n'ai pas fait le calcul, il y a des modèles qui tournent là-dessus, mais ça serait intéressant de faire tourner les modèles. Que représenterait l'impact de 100 milliards? J'ai déjà eu, moi, sur mes 20 ou 30 milliards, parce que j'avais proposé 20 milliards de charges patronales et 10 milliards de charges salariales, c'était une proposition d'ailleurs qui était proche de celle que faisait le MEDEF d'alors, dans sa configuration. J'avais déjà vu, on m'avait déjà appelé mon attention sur l'impact macroéconomique de cette affaire. Parce que j'entends bien le discours des chefs d'entreprise. Quand j'ai été, on dit, nous on est capable de réduire nos coûts de 10%, pourquoi l'État ne pourrait pas réduire ses coûts de 10%? Exact. Le problème, c'est que la réduction de 10% des dépenses publiques, ça a un impact macroéconomique sur la croissance. Il faut quand même le savoir. C'est-à-dire que quand on manie les politiques d'austérité à l'espagnol, on sait où ça nous conduit. Bon, alors, voyons voir la suite.
Non, pas du tout. Les aides à l'export. Alors, je ne sais pas quel pays développé n'a pas d'aide à l'export. Je n'en connais pas. Quant aux pays émergents, je n'en parle pas. Mais j'avais proposé, dans mon rapport, d'aligner les aides à l'export sur ce qui paraissait être le benchmark dans les pays. Moi, j'ai quand même exporté des Airbus. J'ai vu ce que c'était que les soutiens d'aide de l'Exim Bank pour Boeing. Donc, je ne sais pas si on peut se passer d'aide à l'export. Et je pense que le crédit export est absolument indispensable. Le CICE compliqué, non. Non. La preuve, c'est qu'on reçoit 120 dossiers par jour de demande de préfinancement du CICE actuellement, sachant que c'est du préfinancement coûteux pour les entreprises. Il y a des besoins de trésorerie, les entreprises le demandent. C'est beaucoup plus simple que le CIR, parce que l'assiette est beaucoup plus facile à définir. Je ne dis pas que ça baigne dans la facilité totale, et c'est vrai qu'un transfert de charge sociale est plus simple. Alors, il y a un argument également, qui est la restitution, c'est-à-dire le fait que les sous-traitants sont toisés par leur donneur d'ordre. Ça serait exactement pareil s'il y avait une réduction de charges sociales. Ça serait exactement pareil. Nous avons des habitudes qui sont celles du racket par un certain nombre de rackets. Je ne veux pas être désagréable. Enfin, il y a une bataille pour se partager la marge. On le sait bien dans la chaîne de fournisseurs. Et dans cette bataille, les gros ont plus de poids que les petits. Et les gros en profitent. Et on sait d'ailleurs que les gros qui en profitent le plus, ce n'est pas obligatoirement les industriels. Je précise une chose. Fiscalement, le CICE pourra s'imputer sur la charge salariale, sur le coût salarial. Donc, ce n'est pas complètement une marge arrière. Même si ce n'est pas ce que j'avais proposé. Vous le savez. Bon, le CIR, bon, je pense que c'est bien. Voilà, j'ai fini. Merci Jean-Claude. Merci, Gallois. Philippe Jurgensen, vous voulez peut-être intervenir? Oui, parce que Philippe, je suis navré parce que j'ai attiré toute l'attention de lui. Et en fait, tout ce qu'il a dit, ça me concerne moi par rapport à mes propos. Hein? Après. Vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle équipe qui est arrivée à la tête du MEDEF. Et on a comme objectif de réduire les 800 branches. Alors voilà, ça c'est clair, je ne peux que vous dire une chose, mais enfin, dialecticien que vous êtes, vous avez réussi à m'emmener sur autre chose que le rapport Jurgensen. Parce que les 800 branches, c'est pas dans le rapport Jurgensen. Ensuite, les tribunaux de commerce, c'est pas dans le rapport Jurgensen. Vous avez raison. Ensuite, la formation professionnelle, c'est pas dans le rapport Jurgensen. Ensuite, les marges brutes, c'est pas dans le rapport Jurgensen. Et je vous rappelle que les 100 milliards que nous avançons avec Pierre Gattaz, c'est grâce à vous qu'on les annonce. Pourquoi? C'est la différence entre 42% et 28%, ça fait 100 milliards. Entre l'Allemagne et nous, ça fait 100 milliards. Donc, nous, quand on nous dit « Où vous avez sorti ?» L'autre jour, c'était Bernard Marie, ce prodigieux économiste subjectif et qui ne connaît pas les références. Il a dit « Mais où ils ont été chercher ça ?» Mais je lui ai dit « Cher monsieur, rapport gallois. » Rapport gallois, tout simplement, vous voyez. Alors, une chose où je vous donne 1000 fois raison, Louis, c'est que nous, les patrons, nous n'avons pas été sérieux dans la modération salariale des 10 dernières années. C'est clair. Je me suis beaucoup battu sur ce sujet avec mes collègues. Et quand on regarde le rythme de différence d'augmentation salariale entre la France et l'Allemagne et notre perte de compétitivité, les deux courbes sont exactement parallèles. Je le déplore. Oui, pour vous dire que je suis capable d'être objectif aussi. Hein. Mais j'ai de bonnes références, Louis. Vous savez, c'est les vôtres, en grande partie. L'aide à l'export. Oui, on ne peut pas arrêter les aides à l'export. Bien entendu, vous avez raison. Mais ceci dit, la question qu'on doit tous se poser, qu'on ne se pose pas, je vous ai rencontré lorsque vous m'aviez gentiment invité, lorsque vous avez fait votre rapport, dire mais pourquoi, en continuant de les soutenir comme on les soutient, on en a de moins en moins. On en a perdu en 10 ans, allez, environ 15 000. 15 000, je vous rappelle
qu'on a, allez, on compte simple, environ 100 000 entreprises exportatrices. En France, certains chiffres vous disent 119 000. Notamment, c'est ceux de Mme Brick. En ce moment, je lui ai rappelé, Mme Brick, qu'il y en a 19 000 qui envoient un colis par an à la belle-mère aux États-Unis. Il ne faut pas qu'on les compte, bien sûr, mais des réels qui réexportent, qui ont vraiment une politique commerciale export, c'est un peu plus de 100 000. Quand l'Allemagne, l'Italie sont autour de 200 000 et l'Allemagne à 300 000. L'Italie et l'Angleterre à 200 000, l'Allemagne à 300 000. Il y a un vrai sujet. C'est ce sujet, pourquoi en être? Parce que par l'absurde, si on raisonne par l'absurde, puis on a le droit, on peut dire, on ne donne plus rien, on en aura plus. Ou moins on en donne, plus on en aura. En fait, le sujet est beaucoup plus complexe et c'est redonner cette envie. Nous avons des chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont comme tétanisés, qui ne bougent plus, qui n'ont plus d'ambition. Pas tous, regardez. Moi, j'ai une entreprise qui exporte Cocoa de la Terre, Pierre Gattaz aussi, et pourtant, je le dis toujours, nous sommes soumis, pour la partie française, dans le jus français. Et ma marge brute en France est de 42%. Voyez-vous ? C'est extraordinaire, ce qui fait que le CIR, pour moi, lui, c'est un effet d'aubaine extraordinaire. Le CICE, c'est un effet d'aubaine extraordinaire. Mais pour moi et pour beaucoup d'autres qui sommes exportateurs, voyez-vous que ça n'atteint pas le vrai but sur ce sujet. D'où la complexité de ces systèmes. Je suis bien d'accord avec vous que ces systèmes sont compliqués. Le CICE, vous le défendez. Bah, c'est normal que vous le défendiez, vu votre positionnement. Mais j'aime bien quand vous êtes objectif en disant, vous savez que c'est pas ce que je souhaitais. Merci de le reconnaître, c'est vrai que c'est pas ce que vous souhaitiez, vous souhaitez un système plus simple et plus direct, qui aurait peut-être fait effectivement que les bandits de grand chemin auraient toujours cherché à taxer les fournisseurs, les PME probablement, mais le problème du CICE, il apparaît psychologiquement comme une espèce de marge arrière, de manne. Ah, ça me fait penser, moi qui étais médiateur des entreprises, tout de même, hein, c'est moi qui ai quand même dénoncé toutes ces mauvaises pratiques, à celle de la grande distribution. Hein, on dit aux fournisseurs, à la fin de l'année, tu me refiles une marge arrière. Voilà, c'est ce qui est embêtant, c'est la méthode. On pourrait faire des méthodes tellement simples. Vous savez, tout mon discours, il n'a qu'un but dans tout ça. Simplifions, simplifions, simplifions. Et n'ayant pas des méthodes compliquées, moi je voudrais revenir, Louis, quelque chose que j'apprécie énormément quand on regarde le travail de Schröder et l'engagement de Schröder sur l'Allemagne, qui était quand même un chancelier socialiste, et qui s'est inspiré des travaux du BDI et du BDA, totalement, et qui a fait ce plan Schröder qui a considérablement fait l'Allemagne d'aujourd'hui. Alors, on ne peut pas non plus sans arrêt prendre l'Allemagne comme modèle, mais tout de même. Merci Jean-Claude Volo pour cette réponse. Je ne vous redonne pas la parole, Louis Gallois. Philippe Jurgensen, vous vouliez répondre, parce que quand même, au départ, c'était vous qui étiez concerné par l'analyse de Jean-Claude Volo. Oui, mais je suis très content que tout ça permette un débat de fond. Je voulais juste apporter une précision sur un point sur lequel on est tous d'accord, là, pour le coup. C'est que les aides aux entreprises, c'est effectivement pas du tout les 110 milliards dont on parle. C'est difficile d'ôter ça de la tête des gens, mais ce serait important de le faire. J'ai l'impression que le chiffre est parti, là. Hein. 110 milliards, c'est les aides aux entreprises, quoi. Oui, mais on peut aussi retenir le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, c'est que les aides aux entreprises industrielles, c'est entre 2 et 9 milliards, selon la définition qu'on prend, et pas 110, c'est entre 50 et 12 fois moins. Donc quand même, je pense que c'est aussi utile de retenir ces chiffres-là. Mais je voulais juste vous donner quelques autres illustrations dans les mesures moyennes dont je vous ai parlé et qui étaient dans le champ qu'on avait défini pour nous comme étant celui des aides aux entreprises. Vous avez par exemple une dépense de 178 millions d'euros quand même qui correspond à l'exonération de 20% de la taxe foncière pour les terres agricoles. Nous considérons que cette mesure n'est pas efficace, c'est pas une aide à l'investissement ni à la productivité agricole. Elle n'atteint pas un but de compétitivité et on pourrait la supprimer. Elle est d'ailleurs prolongée et alourdie, si j'ose dire, dans les DOM et en Corse, naturellement. Mais rien que son coût principal, c'est quand même 178 millions. Autre exemple, on a, toujours dans nos aides aux entreprises, 35 millions pour la suppression partielle des cotisations sociales des arbitres et juges sportifs. Alors c'est vrai qu'en France on aime le football, les autres sports, il y a 120 000 arbitres et ils ont tous une petite manne publique, 35 millions quand même. Et c'est dans les aides aux entreprises. Qu'est-ce que ça a à voir avec la compétitivité de notre pays ? On peut quand même se poser des questions. Alors j'ai plein d'autres exemples. Par exemple en Guyane, seul de tous les départements français, on a une diminution de moitié des droits de timbre et d'enregistrement. Pourquoi en Guyane ? Quelle est l'efficacité économique de la chose ? Bon, ça coûte pas beaucoup, vous me direz, mais comme il y en a plein comme ça,
on trouve dans l'enveloppe des aides aux entreprises vraiment tout et n'importe quoi. Et sur ce plan-là, je crois qu'on peut vraiment être d'accord pour dire que cette idée qu'il y a 110 milliards de soutien aux entreprises, qu'on confond en plus avec les entreprises industrielles, est une idée complètement pernicieuse. Alors, si vous me le permettez, je voudrais essayer de faire apporter une réponse sur un point que vous avez évoqué tous les deux, messieurs, qui est la question des coûts de gestion. Parce qu'on a fait des analyses assez précises là-dessus, et je pense que Jérôme Ity pourrait nous donner quelques précisions sur ce qu'on a vu concernant les collectivités locales et l'État. Mais je répète que pour l'État, les coûts de gestion de tout cet ensemble sont relativement faibles. 3 à 4%, vous avez dit tout à l'heure. Les aides sont efficaces, mais ils sont faibles pour l'État. Pour l'État, oui, mais pour les régions, c'est plus élevé, hein, c'est ça. On peut vous donner des précisions. Attendez, juste la précision, et après, Jean-Claude, tu reprends la parole. Oui, alors... La formation professionnelle, on pourrait en faire un débat en tant que tel. Hein, si on... prochaine séance, peut-être. 22 milliards, je crois. Très très rapidement, sur l'État, donc la difficulté à chiffrer, elle vient des trois caractéristiques en fait de la distribution de l'aide. Soit il s'agit d'une dépense fiscale, et à ce moment-là, le coût est plutôt du côté de l'entreprise, en raison de la complexité de gestion de la dépense fiscale. Deuxième possibilité, soit il s'agit d'une subvention qui est gérée par l'État, et à ce moment-là, il faudrait compter les directs, la DG6 qui gère toutes ces subventions. Et troisième caractéristique, c'est lorsque c'est géré par des opérateurs, à ce moment-là, on a des chiffres qui sont, je pense, assez précis sur le coût de gestion d'Oseo, BPI France, par exemple, de l'ADEME ou d'autres opérateurs comme le CNC. Pour les collectivités territoriales, on a fait un travail un peu plus approfondi, où on a essayé de chiffrer précisément quel était le coût de gestion. Et donc là, on a recensé tous les ETP des collectivités qui géraient des aides. Et en effet, donc là, c'est le chiffre que Philippe a avancé. On aboutit, alors, avec quelques approximations bien sûr, hein, mais à 15 000 ETP donc, pour gérer les aides en collectivité. Voilà, ce qui semble un chiffre assez élevé. Notamment si on le rapporte au montant des aides, donc 6,5 milliards des aides des collectivités. Merci pour ces précisions tout à fait édifiantes. On va peut-être passer à quelques questions de l'Assemblée. Je ne sais pas qui veut... Voilà, la première est toujours la plus dure à poser. Je vous demande juste peut-être de vous présenter pour savoir qui... Oui, monsieur, vous apportez un micro. Oui. C'est bon, on vous entend. Oui, bonjour, Jean-Noël Weiss de Colère Consulting et Coaching. Vous avez présenté, monsieur Jurgensen, dans votre présentation, un graphique intéressant où on voyait dans les aides par taille d'entreprise, la partie qui était dévolue aux PME, celle qui était dévolue aux TPE, c'est le slide 10, je crois, et celle qui était dévolue aux ETI. Alors à côté, on a aussi la répartition par secteur. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une connaissance des parts respectives dévolues sur l'ensemble des aides aux entreprises, aux PME, aux ETI et aux grandes entreprises? Sur notre champ des 40 milliards, oui. Je pense qu'on doit l'avoir dans ce graphique ou dans un graphique voisin. C'est ce que vous voyez ici, non, Jérôme? Il n'y a pas les grandes entreprises. Non, mais effectivement. Est-ce qu'on peut en dire? Alors, comment se lit ce graphique? On a essayé de voir quel était le premier critère d'attribution d'une aide. Donc le premier critère d'attribution d'une aide, c'est est-ce qu'on donne l'aide à l'entreprise ou à une partie prenante. Et donc c'est la colonne verte que vous avez. Pour 14 milliards, on la donne aux parties prenantes, et pour le reste, on le donne à l'entreprise. Deuxième critère qui intervient ensuite, c'est de savoir si on donne l'aide à une entreprise parce qu'elle appartient à un secteur, ou bien parce qu'elle est une entreprise. Et donc c'est pour ça, c'est la colonne grise. Il y a 8 milliards des aides qui sont attribuées à l'entreprise indépendamment de sa taille, parce qu'elle appartient à un secteur. Par exemple, les aides aux buralistes, que le buraliste soit gros ou qu'il soit petit, on lui donne parce qu'il est buraliste. Par exemple, l'aide aux agriculteurs, on lui donne qu'il soit gros ou qu'il soit petit parce qu'il est agriculteur. Le troisième critère qui intervient ensuite, c'est la taille. C'est-à-dire dans tout ce qui reste, c'est-à-dire les 16 milliards qui restent, quel est le critère d'attribution? Est-ce qu'on le donne parce qu'elle appartient à une taille d'entreprise spécifique, indépendamment de son secteur d'activité?
Et donc c'est là où le critère des PME et des ETI intervient. Alors pourquoi on a cette proportion des PME? Ici, on va retrouver toutes les interventions de BPI France d'Oseo. Parce qu'en effet, les interventions d'Oseo sont ciblées essentiellement sur les PME ETI, puisque c'est là qu'on remarque qu'il y a une défaillance de marché dans le financement des PME et ETI. Donc ce qu'on voit, l'essentiel de ces 10 milliards, là, les 77% aux PME et 18% aux ETI, c'est bien dans cette catégorie qu'on retrouve donc les aides de BPI France. Et ensuite, ce qui reste, c'est-à-dire les 6 milliards, qui sont attribués non pas en raison, parce qu'on est une partie prenante ou une entreprise, non pas parce qu'on appartient à tel ou tel secteur, et non pas parce qu'on répond à une catégorie de taille d'entreprise, c'est 6 milliards qui bénéficient à toutes les entreprises, et donc là, potentiellement, on va trouver les aides aux grandes entreprises. Il n'y a pas d'être fléché précisément en fonction pour les grandes entreprises, quoi, pour aller un peu plus loin. Non, mais le résultat de tout ça, c'est qu'on ne sait pas dire sur l'ensemble des aides qu'on avait examinées quelle est la part qui va aux grandes entreprises, aux moyennes, aux petites, etc. Parce qu'en effet, un certain nombre d'aides ne sont pas attribuées en fonction de la taille. Donc vous n'avez la répartition que pour la partie qui est attribuée en fonction de la taille. Et donc par construction, les grandes entreprises n'y sont pas. Mais bien sûr qu'il y a des aides aux grandes entreprises. Par exemple, les aides à l'aéronautique vont largement aux grandes entreprises. Le CIR va pour une partie significative aux grandes entreprises. On devrait pouvoir faire un travail de recensement là-dessus, mais ça n'était pas le travail de notre mission. Ce serait intéressant à faire un jour, oui. Oui, monsieur. Mon nom est Paul Rivier. Attendez le micro, voilà. Mon nom est Paul Rivier. Je suis de famille de ceux que j'appelle pas forcément des entrepreneurs. Je suis dirigeant d'entreprise depuis très longtemps, PDG depuis presque 40 ans. Et donc, mais je n'ai jamais été propriétaire des entreprises. Et il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est que l'on avance beaucoup lorsqu'on est solidaire entre dirigeants, propriétaires, personnels, et qu'on est tous ensemble passionnés par des défis, et par des défis consolidés et en réseau de projets innovants. Je crois que c'est un sujet important. Entreprise, je veux citer Tefal, Calor, dont j'étais président, Tefal dont on parle pas mal ici d'ailleurs, et puis également à l'école des mines, des travaux sur l'innovation. Donc passionné justement par le thème de l'innovation, et je crois que dans notre beau pays, on fera tellement plus de choses si on se dit finalement qu'on soit patron ou pas patron, l'important c'est qu'on va gagner ensemble, et que ce discours de dire d'un côté l'entrepreneur, pas l'entrepreneur, je ne le sens pas. J'ai commencé ma vie comme ouvrier, manœuvre, et je me sens toujours entrepreneur. Et j'ai toujours dit donc, je pense que c'est peut-être quelque chose que l'on met derrière ce mot, qu'il faut peut-être essayer de changer dans notre pays. On va gagner ensemble ou on va perdre si on se bat. Voilà, c'est ma conviction personnelle. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Sur les choix, sur le poids de l'innovation, je pense que c'est un levier fantastique et que probablement, je sais que vous avez souvent parlé, Monsieur le Président, du sujet du numérique, par exemple, c'est sans doute des domaines dans lesquels nous n'avons pas pris des trains au bon moment. C'est pas en route, c'est avant. Se préparer pour être prêt avant. On n'est pas assez, sans doute, puissant. On ne crée pas, proportionnellement à d'autres grandes régions du monde, un pourcentage d'emplois nouveaux dans le domaine du numérique. Puis, parce qu'aussi, on a nos habitudes. Je prends un exemple, la fibre optique. On explique qu'on va, pendant 15 ans ou 20 ans, consacrer des sommes énormes pour implanter un réseau. On demande à des petites communes de poser des fourreaux pour demain. Une dépense aujourd'hui pour demain. C'est pas forcément très bien, alors qu'il y a des solutions qui arrivent, qui sont européennes et françaises, en partie françaises. Je prends le sujet des satellites de nouvelle génération qui travaillent en bande Ka et qui sont en train de se développer dans le monde entier pour couvrir notamment les 3 milliards d'habitants qui ne sont pas couverts en fibre optique aujourd'hui dans les grandes populations du sud et du centre de la planète. Or, on continue à avoir des structures qui sont là pour défendre qu'on ne doit pas toucher au plan fibre optique. Alors oui, il faut apporter Internet à tous, mais avec les solutions contemporaines, les solutions émergentes. Et quand Eutelsat, qui est quand même largement français, mais qui est européen, est le premier au monde à avoir lancé un satellite complètement dédié, je n'ai aucun intérêt personnel, j'ai accompagné des projets, je ne les accompagne même plus, donc je ne parle pas pour une chapelle. Mais c'est un exemple de parfois où il nous faut faire des sauts
et les plus fortes résistances, c'est les structures qu'on a mises en place. C'est les 15 personnes par département qui disent, nous, on a une feuille de route, on la suit, on ne nous a pas parlé de satellites, donc on continue à implanter de la fibre optique, et il ne faut pas qu'on aille dire qu'il ne faut pas obtenir nos budgets. Alors, monsieur, sur la partie solidarité intelligente des entreprises, je vais vous répondre. Sur la partie numérique, Louis et son équipe sont très très forts là-dessus, et ce qu'ils vont vous dire va beaucoup vous rassurer. Vous verrez. Maintenant, cette notion de naviguer ensemble, quand on est dans les entreprises, il y a le personnel, il y a la direction, il y a l'investisseur, il y a le propriétaire du capital, mais il y a les fournisseurs et les clients. Écosystème. Et quand avec Ricole, il y a 4-5 ans, on a commencé de parler de solidarité intelligente, on a bien mis le mot intelligent pour dire que c'est pas de l'angélisme. Parce que sur ce sujet, beaucoup de gens rentrent dans ce sujet avec un angélisme total. La seule raison de marcher ensemble, c'est de faire du bénéfice et de gagner de l'argent. Plus encore que quand on est individuel. Il faut un froid réalisme en face de ça. C'est un système capitaliste et il faut que tout le monde gagne. Alors, nos chers amis allemands, toujours pareil, qui ont l'instinct grégaire lié aux pays du Nord, ils ont d'instinct, ils savent qu'il faut être ensemble. Je rappelle toujours, j'étais jeune chef d'entreprise, je suis allé à un salon en 1979 à Rio de Janeiro, et dans ce salon d'électronique, il y avait ensemble 33 fournisseurs allemands de connecteurs ensemble. Ils étaient concurrents, mais ils étaient ensemble à Rio. Donc ça, nous, on l'apprend. Il y a eu les états généraux de l'industrie qui se poursuivent et on s'est rendu compte effectivement de l'intérêt qu'il y avait. Et je fais partie d'une fédération où Louis était auparavant, extraordinaire, c'est l'aéronautique, où depuis 105 ans, nous sommes tous sous le même toit. Les discours, c'est pas du bisounours, c'est souvent dur, mais en attendant, cette intelligence que nous avons collective, elle montre, elle marque les fruits que vous connaissez. Il y a d'autres secteurs en France aussi qui ont comme ça, et notre idée, mais ça c'est transpolitique, c'est-à-dire la droite et la gauche aujourd'hui est convaincue de ça, les entrepreneurs sont de plus convaincus, les PME, les ETI, les grandes entreprises sont de plus en plus convaincus sur le sujet. C'est ce que nous allons faire et ce que je suis chargé de faire au MEDEF maintenant par Pierre Gattaz, ce qu'on appelle filière marché, c'est pour répondre à votre souci. Mais monsieur, par nécessité, la machine est démarrée, la machine est en route. Donc il y a de l'espoir. Louis Gallois sur le numérique. Sur le très haut débit et sur les plans fibre optique. La voie satellitaire, il se trouve que j'ai fabriqué l'entreprise dans laquelle que j'ai présidé, au destin desquels j'ai présidé, fabriquait des satellites. Je suis bien incapable de fabriquer des satellites. En bande K. C'est une solution, et d'ailleurs, par exemple, vous avez en France une région comme l'Auvergne qui est très active en matière de déploiement du très haut débit, où il y a une partie qui sera couverte pendant un certain nombre d'années par les satellites. Donc la voie satellitaire existe et elle est utile. Elle n'a pas actuellement les débits qui permettent de monter dans le très haut débit accessible pour des installations industrielles ou même des installations agricoles qui commencent à avoir des besoins de débit de plus en plus considérables. Donc je pense que les satellites en bande K sont utiles. Ils éviteront que l'on mette de la fibre optique dans toutes les fermes de France, mais il faut savoir que c'est une solution qui est une solution dégradée par rapport à la fibre optique en termes de débit. Merci pour la précision. Une question, je crois, au fond, là-bas, madame. Jusqu'à présent. Oui, bonsoir. Mon nom est Jacqueline Hénard. Je dirige la partie franco-allemande d'un cabinet de conseil international qui s'appelle CNC, ce qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais pas mal avec l'industrie. Et je voudrais d'abord une remarque. Je voudrais remercier la fabrique ou les organisateurs de ce débat de mettre en face à face des tempéraments aussi différents. Et je voudrais rebondir sur une remarque de Monsieur Volo qui disait c'est assez étonnant qu'on ait attendu l'année 2013 pour qu'en France on commence à essayer de faire une comptabilité des aides d'État. Et je voudrais ajouter un élément vu de l'extérieur.
Et je suis quand même quelqu'un qui vient de l'extérieur, et avec mon instinct grégaire, pour rebondir encore sur votre remarque, je fais comme tous les lecteurs de journaux allemands. Je me dis, mon Dieu, les Français, ils comprennent vraiment pas le monde de l'entreprise, etc. Mais je voudrais adresser une question à M. Jurgensen. Vous qui vous êtes penché sur ce sujet des aides et qui vous occupez dans le quotidien, là, peut-être au-delà de ce rapport, du monde des entreprises, est-ce que vous avez l'impression qu'en France, contrairement à ce que l'on voit de l'extérieur, il y a un changement profond dans la perception de ce que est une entreprise et de l'utilité, de l'importance de ce que a l'univers des entreprises pour l'économie et pour l'avenir de la France? Monsieur Jurgensen. C'est une question difficile, chère madame. Je pense qu'il est certain qu'on a besoin d'une évolution dans ce sens, que l'image de l'entreprise en France n'est pas celle qu'elle devrait être. Donc on a besoin de changer. Est-ce qu'on a déjà commencé à changer? Peut-être un petit peu. Mais vous savez bien que, parce qu'il y a une longue tradition de forte intervention de l'État, de colbertisme, parce qu'on ne met pas l'entreprise assez en avant, parce que on ne fait pas faire des stages à nos enfants jeunes dans les entreprises, et il y a une forte résistance de notre système éducatif pour le faire, parce que l'enseignement de l'économie, c'est une question qui a été très controversée, mais enfin, ce que j'en ai vu personnellement n'est quand même pas vraiment centré sur l'utilité de l'entreprise et les avantages qu'elle apporte, mais plutôt sur les conflits sociaux. Tout ça fait que le climat est pas facile pour l'entreprise et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, malheureusement, pour que son importance soit comprise. Dans le cours d'économie que je fais à Sciences Po, j'ai toujours commencé par la microéconomie avant de se demander comment on allait régir la macroéconomie, parce que pour qu'il y ait une macroéconomie, encore faut-il qu'il y ait de la production à la base. Mais ça n'est pas l'approche de tout le monde, malheureusement, et je crois qu'on a encore effectivement des progrès importants à faire, notamment dans notre système éducatif, dans la manière dont il est construit, dont il réagit. C'est un sujet compliqué. J'ai demandé une fois au recteur de l'Académie de Paris pourquoi on s'obstinait à avoir des élèves dans des formations qui n'ont pas de débouchés professionnels, qui n'ont plus de débouchés professionnels parce qu'elles sont obsolètes, et on n'en a pas dans des secteurs qui demandent des travailleurs qualifiés ou des ingénieurs de haut niveau dans leur branche. Et il m'a fait cette réponse qui est désarmante et à laquelle je n'avais pas pensé, qui est que la raison, c'est qu'on a des professeurs qui sont formés pour enseigner dans les branches obsolètes, et donc il faut bien leur donner des élèves à former, et on n'a pas de professeurs dans les branches modernes. C'est extrêmement frappant, c'est tout le vice de notre système, et il faudrait réformer ça en profondeur. Louis Gallois, vous vouliez ajouter quelques mots? Juste un mot pour dire qu'il y a une hirondelle quand même dans le ciel qui pourrait annoncer le printemps. C'est d'abord que le MEDEF, la CGPME et l'UPA ont signé avec 3 organisations syndicales majoritaires un accord national interprofessionnel qui part de l'entreprise quand même. Et deuxièmement, que ces mêmes partenaires viennent de sortir un document dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle « Réinventer la croissance ». Alors j'espère que le nouveau MEDEF ne va pas perdre ce patrimoine. Parce que la lecture de ce document m'a soufflé. Non pas parce que j'y lisais, mais par les signataires. Par les signataires. Je vous conseille la lecture de ce document et surtout de regarder qui l'a signé. Vous verrez que les syndicats ont fait des progrès gigantesques dans le sens de la prise en compte de l'entreprise. Jean-Claude Volo. Alors sur ce sujet, c'est tout à fait vrai. Et des contacts que nous avons, le nouveau MEDEF, avec eux, on se rend compte, Louis, que les choses vont continuer. Alors madame, pour répondre à vos questions, tout à l'heure, il faut aller plus loin que le rapport Jurgensen, puisque vous avez dit on a attendu 2013, on a fait cet inventaire. Si on restait au rapport Jurgensen, on ferait une lourde erreur. Et quand je dis à Philippe, il faut faire le tome 2,
c'est pas de l'humour, c'est qu'il faut continuer à se dire comment nous faisons muter cette situation vers des situations beaucoup plus favorables, beaucoup plus d'avenir et d'investissement. Et Philippe, j'ai appris que vous partiez en retraite au mois de septembre, mais j'ai téléphoné au Premier ministre pour que vous soyez obligé de rester encore pendant quelques années pour faire le tome 2. Et il m'a dit, d'accord, on va l'empêcher de partir. Mais madame, vraiment, vous avez raison, vous les Allemands, vous attendez ça. Je suis allé avec Pierre Gattaz à Berlin il y a 15 jours. Nous avons été reçus par la patronne de l'économie qui est la haut fonctionnaire proche du ministre de l'économie. Et j'ai vu à quel point nos amis allemands étaient très, très, très soucieux de la situation française. Vraiment très soucieux. Et nous avons même été étonnés parce qu'il nous a semblé qu'ils étaient encore plus soucieux que nous autres Français. Vraiment plus soucieux. Parce qu'ils savent très bien que lorsqu'ils ont leur premier client et leur premier fournisseur qui est en mauvaise santé, c'est aussi très dangereux pour eux. Et cette dame me disait, Monsieur Volo, il faut faire quelque chose pour que vos PME et ETI exportent plus parce qu'elles n'exportent pas suffisamment. Et je me suis rendu compte que l'analyse des Allemands était très fine, parce qu'aller jusqu'à ce point de faire exporter vos PME, un sujet qui m'est cher, puisque je dois m'en occuper, je me suis dit, là vraiment, les Allemands ont une prise de conscience très importante de la situation de la France. Pour la formation professionnelle, où une fois de plus, ils sont un modèle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Louis? Nous avons avec Pierre proposé dans une tribune dans Le Monde, pendant notre campagne électorale, nous avons proposé que les établissements d'enseignement professionnel, qu'ils aillent du plus petit niveau jusqu'à ingénieur, passent par une sorte de délégation de service public dans les mains des fédérations professionnelles. Pourquoi je dis ça? Il faut l'étudier. Parce que ça responsabiliserait les formations professionnelles, les enseignants resteraient enseignants, mais nous pourrions, nous, entrepreneurs, un peu une fois de plus comme nos amis germains, comment dirais-je, adapter les cursus en fonction de l'évolution des emplois, bien entendu, former les gens et les avoir au plus près de nos métiers. Et ça, c'est une idée qui est assez révolutionnaire. Je pensais après ça que j'allais me faire incendier par beaucoup d'enseignants et recevoir des commentaires très négatifs. Et à ma grande surprise, je n'ai pas reçu un seul commentaire négatif sur cette idée, qui, je pense, va falloir qu'on la travaille. J'ai vu M. Sapin pour commencer à lui parler du sujet, en disant, mais ça c'est très surpris, parce que Sapin me sort une phrase extraordinaire, mais elle est vraiment très juste, et c'est le regard qu'ils ont actuellement sur le monde des entreprises et des syndicats de salariés. Il m'a dit, le conservatisme patronal en France se nourrit du conservatisme syndical. Et donc c'est vrai, ça. Alors cet immobilisme de ces deux forces l'une en face de l'autre est en train de changer, de se mettre en action. Ça, c'est encourageant. Mais sur le plan de la formation professionnelle, les 32 milliards collectés, c'est pas rien, 32 milliards. Je pense qu'on a une belle opportunité de rapprocher les entreprises, ça va être difficile, tout le monde ne sera pas d'accord non plus, du monde de l'enseignement pour régler ce problème que vous avez cité. Merci pour les précisions. Une question, monsieur, oui. Pardon. Bonjour, Jean-Yves Dugas, je dirige la Fondation Entreprendre. Alors je voudrais apporter un souffle, un peu d'optimisme, mais en même temps qui mérite d'être soutenu dans l'action qu'on mène. Notre action, elle est toute simple. La mission de cette fondation, c'est d'essayer de mieux diffuser la culture entrepreneuriale dans notre pays. Alors avant d'arriver à toutes ces grandes choses que l'on entend et que vous essayez de faciliter, il faut quand même faire naître et émerger des entrepreneurs. On voudrait tout simplement que nos jeunes aujourd'hui, quand ils sont dans des parcours scolaires, on leur dit souvent tu seras peut-être un grand commis d'État ou tu seras peut-être un grand capitaine d'industrie, mais si on pouvait lui faire naître que avant tout, il serait peut-être un bon entrepreneur. Alors, il faut faciliter ça. On mène une action également en aidant des associations qui accompagnent ceux qui deviennent des entrepreneurs. La philanthropie est quelque chose qui est en train de naître en France. Nous sommes loin de ces modèles anglo-saxons, américains, mais elle est bien là. Et je trouve dommage que des mesures viennent diminuer cette aide qui est aujourd'hui conséquente que l'État apporte à ces philanthropes qui viennent pour aider toute cette action. Donc je trouve sincèrement dommage que cette aide soit diminuée. Je prends un exemple. Quand vous pensez diminuer les taux de 75% ou de 66%, et je parle des dons privés.
parce que je pense qu'en disant la vérité, que tout ceci est vraiment une cause nationale, on arriverait à mobiliser davantage de gens en France, d'abord évidemment les entrepreneurs qui sont sensibilisés à ça, mais également toute une population de gens qui sont conscients que peut-être qu'ils peuvent aider. Personne ne sait que la philanthropie peut aider la cause entrepreneuriale. Et simplement, je termine en donnant un exemple. On a aidé un réseau d'accompagnement de nouveaux entrepreneurs qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui vient de mettre en place un programme croissance pour aider des PME, PMI, des petites entreprises qui font 15 personnes environ, en 3 années, à les faire passer au-delà de 50. La BPI va accorder environ 40 millions d'euros de concours sous forme de prêts participatifs à ces entreprises, aux côtés des banques de l'entreprise qui en mettront autant. Pour ça, il a fallu constituer un fonds de garantie. Eh bien, à même hauteur, la Caisse des dépôts et la Fondation Entreprendre ont apporté de l'argent à ce fonds de garantie. C'est-à-dire que c'est la mobilisation des dons privés sensibilisés par ça qui peut permettre des choses formidables comme celle-ci, avec un effet de levier très important. Je souligne que c'est quelque chose de bien naissant. Il ne faudrait pas que ce mouvement soit cassé. Bon, je pense que le rôle de la Fondation Entreprendre est extrêmement utile et personne ne souhaite le décourager. Au contraire, vous faites un travail formidable et il faut continuer. La question que vous posez, c'est celle de la réduction que nous proposons du taux de défiscalisation pour les dons aux associations. Nous proposons une réduction modeste. Honnêtement, ramener de 66 à 60%, c'est quand même pas une réduction très significative pour le particulier concerné. Et ce que nous pensons, notre pari, c'est que à ce niveau-là, évidemment, on ne pourrait pas poursuivre le raisonnement indéfiniment et ramener l'exonération à 0. Mais à ce niveau-là, ça n'aura pas d'effet significatif sur les dons. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrêtent de donner à telle ou telle association, à telle ou telle œuvre, parce que la réduction est de 66 au lieu de 60. Je rappelle que le taux était à 50% il y a quelques années. Il est passé à 60, puis à 66. Et on n'a pas vu de différence significative dans le montant des dons à chaque fois que la déduction augmentait. Donc, à contrario, quand elle diminue dans une proportion modeste, je ne pense pas que l'élasticité des sommes investies dans les dons aux associations soit très très forte et réagisse très fortement à cette baisse d'impôts. Mais c'est vrai que c'est un pari. Et nous souhaitons bien sûr que votre rôle, qui est très utile, ne soit pas touché. Je voudrais ajouter, si vous le permettez, un complément de réponse à la question qu'a posée Madame tout à l'heure au fond de la salle, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui complètent ce qu'a dit Louis Gallois là-dessus, qui peuvent nous faire penser que la situation commence à évoluer quand même. C'est par exemple tout le travail qui est fait au CNI, le Conseil national d'industrie. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Il y a eu les assises nationales de l'industrie, les assises générales de l'industrie, qui ont permis une discussion sur le fond entre tous les partenaires sociaux. Et à partir de ça, on a construit ce Conseil national de l'industrie où vous retrouvez les entreprises, les syndicats. Alors bien sûr, il y a des désaccords parfois, mais on étudie les sujets sur le fond. Et je trouve qu'on progresse beaucoup dans leur connaissance. D'abord, la connaissance, c'est souvent la clé pour arriver à se mettre d'accord, et souvent aussi sur les solutions qui peuvent être apportées. Le rapport compétitivité que nous avons fait au CNI il y a 2 ans a été très largement un rapport de consensus, y compris avec les organisations représentant les syndicats ouvriers. Le travail que nous avons entrepris maintenant et qui porte sur les contreparties des aides, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de ceux qui reçoivent des aides, quels efforts font-ils de leur côté, qu'est-ce que chacun des partenaires sociaux est prêt à mettre dans la balance. Je pense que c'est aussi un travail qui va dans le bon sens pour que l'entreprise soit mieux comprise et mieux aimée comme elle devrait l'être. Merci pour cette précision. Oui, tu veux ajouter quelque chose, Jean-Claude ? Le réseau Entreprendre, c'est bien celui de Auchan, de la famille Mullier ? C'est ça ? C'est ça ?
Oui, Monsieur Mullier a une telle passion pour l'entreprise que 66 ou 60%, sa passion restera, parce que la décision, si vous voulez, de mécénat ou dans ces domaines-là, elles vont sur d'autres ressorts. C'est le désir de restituer. Quand Madame Chalet Royal met la fondation à 700 millions d'euros, c'est pas la dimension fiscale, c'est restituer. Quand le patron de Free, comment il s'appelle, vient de faire tout ce qu'il fait sur la formation, c'est le désir de rendre. Aux États-Unis, c'est le désir de rendre. Moi-même le faisons à ma modeste échelle, je sais ce que c'est pas la dimension fiscale qui me guide. Voyez-vous, monsieur. Alors, regardez, le précédent gouvernement avait dit, plutôt que de supprimer l'ISF, on va faire l'ISF PME. Vous savez. Donc on a dit, on n'a que 4000 business angels quand les Anglais en ont 40 000. Comme ça, on va faire des business angels un peu forcés par la fiscalité. Eh ben, on n'en a gagné que 4000 alors qu'il y a 300, 400 000 personnes qui payent l'ISF. C'est ça. Donc vous voyez, ça, on a à peu près 1% des gens qui payent l'ISF qui sont venus à l'ISF PME. Donc, vous voyez que ce sont d'autres déclics, je n'ai pas la présomption de vous dire lesquels, mais qu'il faudrait peut-être qu'on sache et qu'on s'intéresse pour faire ce que vous faites. J'ai été 6 ans président de la PCE, vous le savez. Donc vous voyez aussi que ma préoccupation du financement des entreprises dans la phase de démarrage, c'est un problème très important, bien sûr. Donc réfléchissons comment on peut faire pour que ça soit, sans que ce soit du mécénat, qui ait cette dimension business angel dans notre pays. Il nous reste 5 minutes. Si peut-être prendre une salve de plusieurs questions. Donc je vous demande de poser une question et d'être assez court. Oui, là derrière. Voilà, on va remonter comme ça. Donc première question. Oui, bonjour à tous. Voilà. Donc je suis Thomas Cotinet, un élève à l'École nationale d'administration. Et avant, j'étais responsable d'un service d'aide à l'industrie et à l'innovation à la région Rhône-Alpes pendant une dizaine d'années. Et j'ai une question sur l'Europe. Parce qu'en fait, les 6,5 milliards d'aides budgétaires, en fait, les vraies interventions budgétaires de l'État, elles sont souvent cofinancées par des fonds européens et de façon massive, avec un ordre de grandeur qui mériterait d'apparaître, parce qu'on a quelques milliards. Si on ajoute les fonds directement pilotés par l'Europe aux fonds européens pilotés par les instances politiques nationales ou locales, et par expérience, moi j'ai constaté que c'était très difficile de simplifier tout ça. Et en plus, le système de gouvernance était suffisamment flou pour que ça soit très compliqué aussi de décider d'arrêter ce qui était inefficace. Donc j'avais une question à M. Jurgensen pour savoir comment vous appréhendez dans votre schéma ces fonds européens. Voilà. Ok. Question notée, on y répondra dans quelques instants. Monsieur, vous aviez une question, je crois. Et puis... Bonsoir, Christian Raboport. Je dirige une entreprise qui fabricante de ventilateurs industriels et génie climatique pour le bâtiment, de 50 personnes. J'ai été étonné d'entendre votre remarque sur l'évolution des salaires en France. Je pense que le problème des salaires en France vient du problème du secteur public, 25% des salariés, des travailleurs à peu près, et du secteur privé, 75%. Quand vous regardez l'évolution entre guillemets, du salaire moyen du secteur public par rapport au salaire moyen du secteur privé, il y a une évolution d'environ 25%, environ 15 ans. Au bénéfice, bien sûr, du service public qui était à moins 15 il y a 15 ans et qui est passé à peu près plus 10 actuellement. Mais de toute façon, je pense que le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est le coût de production en France, en intégrant l'ensemble des charges qui vont sur les salaires et des impôts sur les entreprises. Et c'est là le problème. Voilà. Merci pour la remarque. Louis Gallois y répondra tout à l'heure. Votre question. Bonsoir à tous. Nicolas Fournier, secrétaire général de XMP Business Angel, les Business Angels des grandes écoles aujourd'hui. Je fais juste un petit clin d'œil à Jean-Claude par rapport à les Business Angels. Effectivement, on en a aujourd'hui 4200 en France rassemblés dans France Angels. Et c'est un vrai sujet. En France, on a pris évidemment les choses un peu par le mauvais bout, puisqu'on n'a pas de chapter S américain, mais avec des plafonds de défiscalisation à 10 000 euros, alors qu'en Angleterre, dans une approche, on va dire, équivalente, ils passent les plafonds de 1 million de livres à 2 millions de livres. C'est sûr qu'on ne va pas faire le même type de business angel, et après, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas des personnes qui ont les moyens d'investir au démarrage des sociétés, des moyens suffisants, ce qui manque aujourd'hui cruellement à notre économie de démarrage. Et là, c'est juste le clin d'œil par rapport à la PCE et cette problématique qui nous est très chère. Ok. Y a-t-il une question? Non. Alors, Philippe Jurgensen, sur l'Europe,
l'aspect cofinancement, comme vous l'avez abordé, pardon, je vous donne pas de micro. Oui, vous avez tout à fait raison, monsieur, d'évoquer cette question. Il y a effectivement des fonds européens qui complètent un certain nombre d'interventions, pas tant que ça quand même. C'est un sujet que nous n'avons pas regardé. Le nôtre était déjà suffisamment vaste, mais en effet, ce serait une bonne idée d'en faire le meilleur usage possible. Alors, vous savez qu'il y a ce qui vient du PCRDT, qui a le défaut d'être très tourné vers la recherche fondamentale. Ça fait des années qu'on essaye d'obtenir que ça aille plus vers la recherche appliquée et l'innovation. On a du mal. Et puis, il y a toutes les aides du FEDER, du FSE, qu'on peut en effet mobiliser. Certaines régions, certaines collectivités font un très bon travail là-dessus, certains services d'État aussi. Mais vous savez comme moi que tous ces fonds ne sont pas utilisés et que dans certaines régions, on est tellement lent, tellement peu apte à les utiliser qu'une partie des fonds sont restitués alors qu'on aurait pu abonder les aides aux entreprises. C'est un peu dommage, évidemment. Mais voilà, ce n'est pas un problème que nous avons vraiment regardé à fond et il mériterait certainement d'être regardé davantage. Juste un mot sur les Business Angels, puisque le reste concerne davantage Jean-Claude ou Louis. Je suis personnellement convaincu de ce que vous dites. Nous avons beaucoup trop peu de Business Angels en France. Il faudrait absolument qu'ils se développent et toutes les mesures incitatives qu'on peut prendre en ce sens sont bonnes. Merci. Louis Gallois, vous vouliez réagir peut-être sur les... Je vous passe le micro. Trois remarques sur les salaires. Je parlais de l'évolution des salaires privés, monsieur. L'évolution des salaires privés je parle des salaires, pas des charges salariales, des salaires privés entre la France et l'Allemagne sur 12 ans a été une cause explicative des 2/3 de l'écart entre les évolutions du coût du salaire entre l'Allemagne et la France sur ces 12 ans. Je note que actuellement c'est l'inverse. Actuellement, les augmentations de salaire en Allemagne sont beaucoup plus fortes qu'en France, plus fortes que la productivité, et que c'est un élément positif parce que c'est un élément de relance de l'activité en Allemagne dont nous devrions bénéficier puisque c'est notre premier fournisseur. Deuxièmement, sur les business angels, je ne peux que faire chorus avec ce que vient de dire Philippe. Je pense qu'il faut encourager cette forme d'investissement plutôt que les gens achètent des appartements à 2 millions d'euros dans le 7e arrondissement. Troisième remarque que je n'ai pas faite et je le regrette, la simplification. Jean-Claude Volo en a parlé. Il y a eu hier un programme de simplification qui a été annoncé par le gouvernement. Je reprendrai les formules de Jean-Claude Volo. Il faut écrire le chapitre 2 maintenant. Il y a le chapitre 1, il va falloir écrire le chapitre 2 de la simplification. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour la simplification et nous ne sommes pas du tout au bout du chemin. Merci pour ces précisions. Jean-Claude, tu voulais ajouter quelque chose sur les business angels, non? Un dernier mot? Oui, je dis peut-être une opportunité. Il faudrait que nos gouvernants regardent le sujet actuellement. Même nous, au MEDEF, on le portera. C'est que la rémunération de l'argent et de l'épargne est tellement faible aujourd'hui. Et les gens sont un peu perdus puisque, en fait, ils ont leur épargne qui sert à rien. C'est peut-être le moment aussi de trouver les moyens d'orienter ces épargnes très faiblement rémunérées vers les entreprises. Il y a quelque chose à étudier là-dessus. Merci. Je crois qu'on peut remercier nos deux témoins de la soirée. Merci Philippe Jurgensen et Jean-Claude Volo. Ce débat intéressant. Et merci à tous d'être venus ce soir assister à ce débat. Bonne soirée.